Bonsoir. Je vous prie de bien vouloir accueillir parmi nous ce soir M. Alain Juppé, M. Hubert Védrine et M. Dominique de Villepin. Chers étudiants, mesdames et messieurs, chers invités, merci premièrement d'être ici parmi nous pour cette rencontre assez exceptionnelle qu'on a la chance aujourd'hui à PSIA, à l'École des Affaires internationales de Sciences Po, d'organiser. C'est un jour assez exceptionnel pour vous, pour nous tous, parce que je peux commencer ces très bref propos introductifs par vous dire toute notre satisfaction, non seulement pour cette rencontre, mais pour le fait qu'aujourd'hui, on a reçu la nouvelle que Sciences Po, au côté international, est aujourd'hui dans le ranking mondial à la place numéro 4 du monde. C'est une grande nouvelle pour nous tous, c'est une grande nouvelle. Quatrième place dans un ranking qui est mené par Harvard et nous sommes les premiers dans l'Europe continentale. Donc je pense qu'on ne pouvait que commencer par cette très belle nouvelle qui naturellement nous donne à nous tous un élan encore majeur. Rencontre exceptionnelle, je vous disais, parce qu'on a vraiment la grande chance de pouvoir écouter et pour les étudiants, pour débattre avec trois témoins d'exception. Quand on s'était dit à Sciences Po quelle pourrait être la contribution de l'École des Affaires internationales dans la période du débat de la présidentielle, on s'était dit peut-être on va chercher quelque chose qui nous paraissait, quand avec Vanessa Scherer on en a parlé, qui paraissait impossible. On va inviter les anciens ministres des Affaires étrangères français. Et on les a invités, et on a eu la chance que 3 d'entre eux aient répondu à notre invitation avec un élan et une réponse positive et une participation que vraiment pour nous est très importante. Et laissez-moi dire, je pense que soit M. de Villepin, soit M. Védrine vont accepter ce petit point, avec un remerciement particulier pour les jours dans lesquels cette invitation est venue à M. Juppé, qui a accepté de venir parmi nous et a dit dès le début « je viendrai ». Il n'a jamais changé d'idée. Et donc, merci, M. Juppé, d'être ici parmi nous. Vous connaissez tous nos 3 intervenants. Ils ont tous les 3 une relation forte avec Sciences Po Paris. Donc, c'est déjà quelque chose de très important. Naturellement, vous connaissez tous M. Védrine parce que c'est un des piliers de notre faculté. Mais M. Juppé et M. de Villepin, eux aussi, ont eu un passé très important chez nous. Et on va chercher de renouer ce passé avec le futur. Donc, on va leur demander de prendre le témoin de cette rencontre et d'être donc disponible à être plus présent parmi nous. Discussion donc
qu'on a décidé de mettre sur place avec la coopération de Courrier International. Je salue le directeur Eric Scholl et toute l'équipe de Courrier International. Discussion avec les étudiants sur les grands enjeux de la politique étrangère française. Leurs points de vue seront naturellement pour nous très intéressants, très importants, mais surtout dans un moment qui est très particulier, parce que je termine tout de suite et je donne la parole à Vanessa Scherer qui va modérer ce débat. L'élection présidentielle française est vraiment aujourd'hui le cœur de cette année 2017. L'année 2016 a été une année qui a été bouleversée par 2 rendez-vous politiques électoraux. Les 2 rendez-vous des 2 pays anglo-saxons qui font partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, le Royaume-Uni et les États-Unis. Brexit, Trump. Aujourd'hui, le 3e pays occidental au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, va être au cœur de cette année électorale. Et naturellement, toute l'attention des médias mondiaux et de nous tous est une attention à comprendre si ce sera une séquence qui continue ou si ce sera une séquence qui s'interrompt. Parce qu'il est clair que les enjeux, et j'entre dans le sujet, sur l'Europe, premièrement, sur la relation transatlantique, sur la Méditerranée, sur la relation avec la Russie, sur la relation dans les grands domaines du commerce, ce sont les enjeux liés à la continuité de la conférence de Paris sur le climat. Ce sont tous des enjeux dans lesquels le résultat, le 7 mai, va naturellement être décisif et va changer complètement la donne. C'est pour ça que la discussion avec 3 personnalités comme celles qui ont accepté d'être parmi nous va être particulièrement intéressante. Et pour nous tous, ici, les étudiants de l'École des affaires internationales, seulement 2 chiffres que je donne à nous tous, et je rappelle à nous tous 1300 étudiants, 1/10 de tous les étudiants de Sciences Po, 105 pays représentés. Je répète, 105 pays, c'est un peu l'ONU qui est ici. Je regarde Lakhdar Brahimi, qui est notre président du Conseil stratégique de l'École des affaires internationales. On est à l'ONU ici aussi parce que cette provenance de 105 nationalités, le 30% seulement sont français. À vous de dire si c'est un bien ou un mal. Je cite seulement le chiffre, mais surtout une ambiance, un lieu dans lequel on cherche à être au cœur du débat mondial. Et donc, pour les étudiants, ce débat est une grande occasion. Nous voudrons encore remercier les 3 intervenants et naturellement Sciences Po as a whole, qui nous a donné cette possibilité d'être de cette façon centrale dans ce débat de la présidentielle. Je m'arrête ici. Je vous remercie tous. Ça va être un après-midi vraiment exceptionnel et je pense que cette discussion va rester dans notre âme, dans notre cœur et surtout dans nos esprits parce que nous voulons faire en sorte que les questions qui vont être posées aujourd'hui et les sujets qui vont être posés aujourd'hui puissent être aussi food for thought for the next months et dans la période dans laquelle on va continuer à travailler. Donc, merci encore et bon travail à tous. Merci beaucoup Enrico. C'est à mon tour bien sûr de remercier nos 3 invités d'avoir bien voulu être parmi nous cet après-midi. C'est un grand honneur, messieurs, de vous avoir avec nous et pour nos étudiants d'écouter de votre part, vous qui avez été des figures de la politique étrangère française si centrale des 30 dernières années et unanimement reconnue dans le monde, mais également au Quai d'Orsay. Et on a beaucoup de vos futurs diplomates homologues ici parmi nous. J'ai en effet le grand plaisir, et des anciens et des actuels, j'ai en effet le grand plaisir de modérer ce débat aujourd'hui. Hélas, je ne peux pas modérer la température. Or, nous mourrons de chaud ici. Donc si
vous tous, 500 ici réunis, vous le permettez à nos invités, s'ils le souhaitent, je les invite et les mets à l'aise pour ôter leur veste, car il fait effectivement extrêmement chaud. Nous avons un peu moins de 2 heures ensemble aujourd'hui. La façon dont nous allons organiser les débats est que nos invités vont débuter en lançant les propos, avec des propos liminaires chacun, et puis débattront entre eux. Et nous finirons la séance par une session de questions-réponses avec les étudiants de PSIA et de Sciences Po qui sont ici parmi nous. Alors, chers étudiants, comme toujours, j'ai le souhait de vous inviter à penser à vos questions concises et précises dès maintenant, et surtout à ne pas laisser passer la chance qui vous est donnée ce soir d'échanger avec M. Juppé, avec M. Védrine, avec M. de Villepin. Ça ne nous arrivera pas très souvent. C'est unique dans le monde universitaire, à une quarantaine de jours de l'élection présidentielle, étant donné l'importance que, comme nous, vous accordez aux questions de politique étrangère. Donc saisissez cette chance et préparez-vous dès maintenant. Par ordre arbitraire cumulé, je vais d'abord donner la parole à M. Juppé qui entamera les débats pour nous. Merci encore d'être parmi nous. Merci Vanessa Scherer. En fait, il s'agit de l'ordre alphabétique, qui est incontestable. Merci aussi de nous avoir invités, le cas échéant, à tomber la veste et non pas à la retourner, ce qui, dans la période actuelle, pourrait évidemment prêter à confusion. Je voudrais remercier évidemment l'École des Affaires internationales de Sciences Po, son président Enrico Letta, de nous avoir réunis et de me donner l'occasion de ce dialogue, et puis me réjouir de voir que Sciences Po, cette institution à laquelle je suis très attaché, figure désormais en haut du palmarès international. Je suis très heureux aussi d'être ici en compagnie de 2 anciens collègues qui ne partagent pas tous les mêmes vues politiques, mais qui sont tous les 2 des amis. Merci Hubert et Dominique d'être ici sur ce plateau. Alors j'ai choisi, en accord avec vous, dans ce propos introductif qui doit se limiter à 5 minutes, c'est beaucoup mieux que pendant la primaire, hein. C'était 1 minute 30 à cette époque-là. Donc en 5 minutes de vous parler d'Europe, parce que c'est pour moi le nœud du problème, si je puis dire. J'irai vite sur le constat. L'Union européenne est aujourd'hui menacée de dislocation. Soyons lucides. Les menaces sont des menaces internes. Le Brexit, bien sûr, la montée de l'europhobie un petit peu partout. Songez qu'en France même, si l'on additionne les voix des candidats qui se disent franchement anti-européens, pour ne pas dire europhobes, on arrive peut-être à 40%. Et puis aussi des attaques externes, la Russie qui soutient systématiquement les forces anti-européennes aujourd'hui, et les États-Unis, gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui prévaudra? La vision de l'Europe que M. Trump a exposée jusqu'à présent, qui n'est pas très sympathique, ou bien celle de son vice-président, de son ministre des Affaires étrangères ou de son ministre de la Défense, qui ont tenu en Europe des propos un petit peu différents. Ce risque de dislocation de l'Europe intervient dans un contexte international particulièrement périlleux. Le monde n'a jamais été véritablement tranquille, mais il est particulièrement turbulent aujourd'hui. Montée des nationalismes. Ça me frappe beaucoup de voir que le mot de guerre revient dans les déclarations internationales, un petit peu partout. Des budgets de défense qui explosent dans beaucoup de grands pays, la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique. Des crises non résolues qui entretiennent les tensions et le terrorisme islamique, je pense bien sûr au Proche-Orient. Et puis la question migratoire, qui n'est pas derrière nous, mais qui est devant nous, avec une Afrique à 2 milliards d'habitants d'ici quelques décennies. Eh bien, face à tous ces défis, je voudrais vous faire partager ma conviction, c'est que séparés, nos États sont condamnés à devenir des États vassaux des grands empires qui se reconstituent ou qui se renforcent. Et c'est la raison pour laquelle je veux ici exprimer mon engagement européen de façon extrêmement solennelle. Je pense que ce devrait être un des grands sujets du débat présidentiel en France. Le refus du renoncement et le sursaut. Il nous faut organiser le sursaut du projet européen. Avec lucidité, bien sûr,
Des succès ont été engrangés depuis 50 ans ou 60 ans, mais aujourd'hui, il y a de bonnes raisons pour que les peuples rejettent la construction européenne. Ça n'est pas tout à fait l'effet du hasard. Les raisons sont sérieuses. D'abord, l'administration bruxelloise s'est souvent bunkérisée pour devenir une sorte de bureaucratie incomprise. L'Europe donne un sentiment d'impuissance collective sur tous les grands sujets qui passionnent nos concitoyens et qui les motivent, savoir le chômage, la sécurité, les migrations. Et puis l'Europe s'est collée une image d'austérité et même de réticence à lancer une politique de croissance qui alimente le débat politique intérieur. La lucidité, c'est aussi de faire attention aux grandes incantations. Vous savez, on aime bien ça en France. Voilà, on va réenchanter l'Europe, on va relancer un nouveau projet européen. Ça ne marche plus. Et c'est souvent ressenti comme un signe d'arrogance française. Lucidité, mais détermination aussi. Hein. Nous avons besoin d'exprimer une nouvelle volonté, une volonté très forte. Et de ce point de vue, je voudrais saluer le livre blanc que la Commission vient de publier le 1er mars en perspective du prochain Conseil européen. On va le critiquer, on va dire qu'il manque d'ambition. Il a le mérite d'exister et d'ouvrir un certain nombre de scénarios. Eh bien moi, je choisis le scénario le plus ambitieux, le scénario d'une Europe qui aille résolument de l'avant, à une condition, c'est que la nouvelle feuille de route que nous devons élaborer ensemble ne s'adresse pas simplement aux dirigeants et aux experts qui vont se réunir au Conseil européen à Bruxelles, mais aux peuples européens et aux citoyens européens. Comment leur redonner le goût de l'Europe, l'envie de l'Europe, l'amour de l'Europe? C'est ça l'objectif de la feuille de route. J'apporte deux éléments de réponse qui sont évidemment sommaires et qui mériteraient beaucoup de développement. Je crois que la première chose à faire, c'est de convaincre nos concitoyens que l'Europe doit et peut les protéger. Ça vous apparaîtra peut-être comme une ambition un peu modeste, mais dans ce monde où chacun est inquiet du lendemain, je crois que cette idée d'une Europe qui protège est une idée absolument essentielle. Et deuxième message à destination des peuples, c'est que l'Europe peut et doit garantir dans les décennies qui viennent ce qu'elle a apporté dans les décennies passées, c'est-à-dire la paix, qui aujourd'hui, je l'ai dit en commençant, n'est pas forcément acquise pour toujours. Alors, il faudrait beaucoup de temps pour développer cela. Une Europe qui protège, c'est une Europe puissante. Parce que si on n'est pas puissant, on ne protège pas efficacement ses citoyens. Et là, au risque de susciter un débat avec Mme Hubert, j'afficherai très clairement mon slogan « Faire de l'Europe une puissance d'influence mondiale ». Ce mot « puissance » fait peur. On dit qu'il n'y a plus que les Français qui croient à ça. Il n'y a plus que certains Français qui croient que l'Europe peut devenir une puissance. On n'a pas le choix. Si nous ne devenons pas une puissance d'influence mondiale, eh bien, l'Europe se disloquera parce qu'elle ne sera pas à même de rassurer ses concitoyens. Ça veut dire quoi? Une puissance commerciale, je ne développe pas, une puissance économique, parce que l'euro est un facteur de stabilité et de protection, à condition que nous l'accompagnions d'une stratégie de croissance et d'investissement massif dans la recherche et dans l'innovation. Une puissance politique, c'est-à-dire une puissance qui garantit le contrôle de ses frontières et qui se dote d'une capacité de défense autonome face aux menaces qui pèsent sur elle, au terrorisme, aux cyberattaques. Et puis, j'y tiens beaucoup, mais je n'ai pas trouvé le bon mot. Là, j'ai écrit une puissance morale. Bon, c'est un mot un peu ringard pour certains. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'Europe, ce sont des valeurs. Ce n'est pas simplement des traités de libre-échange ou des garde-côtes aux frontières de l'Europe pour défendre quoi? Pour défendre des valeurs. Ces valeurs, elles sont exprimées magnifiquement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Europe. Qui dit quoi? C'est que pour nous, la personne humaine est au centre de tout, sa dignité, l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes aujourd'hui jour de la Journée internationale des droits des femmes, je vous le rappelle. Et ça aussi, c'est un marqueur de l'Europe, l'état de droit, bien sûr, et la démocratie. Nous avons eu l'arrogance de penser que ces valeurs étaient universelles. Elles ne sont pas universelles, parce que d'abord, elles sont rarement en vigueur ailleurs que sur le continent européen. Pensez à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et en plus, parce qu'elles ne sont pas partagées dans beaucoup de secteurs de la planète. De mon point de vue, ce n'est pas une raison pour renoncer à en faire le marqueur de ce que j'appellerais l'identité européenne, et peut-être même si ce terme a parfois été un peu sulfureux, d'une véritable civilisation européenne.
Parce que c'est bien ça l'essentiel. Si nous ne partageons pas cette conviction que nous avons quelque chose à dire au monde, eh bien l'Europe restera un repoussoir. Enfin, dernier point, et je vous remercie de ne pas avoir déjà fait sonner le chronomètre, j'ai dû passer mes 5 minutes. Je disais une Europe qui protège, mais une Europe aussi qui garantit la paix, qui agit pour la paix. Il faut que notre puissance, nous la mettions au service de la paix. Et je prendrai 2 exemples, sur lesquels on reviendra sans doute. D'abord, si on veut faire la paix, il faut commencer par s'antagoniser avec ses voisins. Et donc, il faut que nous rétablissions avec la Russie, sans renoncer à nos convictions, bien sûr, un dialogue effectif. Je sais que Dominique est un chaud partisan d'un grand accord de sécurité collective à l'Europe, et je crois qu'il a raison et qu'il faut s'engager dans ce processus. Deuxième exemple d'une initiative qui est nécessaire pour le maintien de la paix, c'est qu'il faut anticiper ou réduire les déséquilibres qui sont de nature à menacer la paix. Et j'ai en tête notre relation avec l'Afrique. Le destin de l'Europe passe aussi par un véritable partenariat avec nos voisins du Sud, ne serait-ce que pour une raison démographique que j'ai évoquée tout à l'heure. 4 remarques brèves pour terminer. 2 conditions pour réussir. D'abord, c'est que la France remonte sur son cheval, qu'elle redevienne crédible et audible, ce qu'elle a cessé d'être. Ça, c'était ma campagne présidentielle. Voilà. Bon, c'est râpé. Et deuxième condition, une nouvelle volonté franco-allemande. Ce n'est pas une idée neuve, hein, et pourtant elle est incontournable. Si on n'arrive pas à recréer une confiance et un vrai projet commun entre la France et l'Allemagne, ça ne marchera pas. Et puis 2 interrogations, 2 questions. La première, comment redéfinissons le périmètre des compétences entre les États et l'Union? C'est une idée qui est sur la table, hein, très séduisante, que je partage. Où est-ce qu'on fait passer les ciseaux? C'est moins simple à faire qu'à dire. Et deuxième question, l'Europe a plusieurs vitesses. Vieille lune, là encore. Vous parlez de Joschka Fischer, c'est lui qui a lancé ça avec d'autres il y a bien des années. On l'a fait. L'Europe à 27, l'Europe à 19, la zone Schengen. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une marge pour utiliser les dispositions des traités et faire une véritable coopération structurée en matière de défense et de sécurité? On voit bien l'utilité de cette démarche, on voit bien aussi sa difficulté, parce que dès qu'on veut faire quelque chose à 4 ou 5, tous les autres rappliquent en disant « et pourquoi pas nous ?» Donc ceci rend très difficile la démarche. Je terminerai par une note d'optimisme, au risque de vous surprendre. J'ai commencé en parlant de la dislocation de l'Europe. Est-ce qu'elle va se disloquer? J'ai donné toutes les raisons de penser que oui. Je crois que non. Je crois que non, parce que je pense que les Européens ont suffisamment de bon sens et de réalisme pour ne pas se précipiter dans le mur en klaxonnant gaiement. Et qu'il y aura à un moment ou à un autre un ressaisissement, en particulier chez les jeunes Européens que vous êtes. La seule chose vraiment intelligente, enfin j'exagère, il y en a eu beaucoup d'autres naturellement, qu'on ait faite à l'Europe, c'est Erasmus. J'ai vu une proposition qui consiste à faire l'Erasmus pour tous en Europe. Eh bien, si on faisait ça, ça serait déjà un progrès formidable. Erasmus pour les étudiants, Erasmus pour les apprentis, Erasmus pour les jeunes travailleurs, tout le monde devrait y passer. C'est comme ça qu'on redonnera envie d'Europe. Merci beaucoup, Monsieur Juppé, qui tombe la veste, hein, lui-même l'a dit, et qui lance le débat sur l'Europe, qui est effectivement la grande ligne de partage et l'introduction de la politique étrangère dans la campagne actuelle. Et j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Monsieur Védrine. Merci Vanessa. Je vais être extrêmement proche d'Alain Juppé et sans doute tout à l'heure de Dominique, mais avec quand même des nuances qui sont les miennes que je vais essayer de renforcer. Alors, d'abord, je suis d'accord sur le fait qu'on arrive à un point où la France a perdu de sa crédibilité parce que c'est le seul pays développé au monde qui n'arrive pas à faire les réformes classiques et en gros à reprendre le contrôle de sa dépense publique avec un taux de prélèvement obligatoire extravagant, un taux de fiscalité extravagant, asphyxiant, etc., etc. Et en plus, tout le monde est mécontent, donc ça ne marche pas. Et avant, on pouvait penser que c'était distingué de la politique étrangère. C'est plus vrai. C'est plus vrai. On voit que ça commence à peser sur notre capacité à proposer et à peser. Donc pour moi, c'est un préalable. Je n'y reviens pas. D'autre part, avant de parler d'Europe, je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 15-20 ans et qu'il faut absolument que les prochains responsables, présidents, ministres, etc.,
fasse le bilan des interventions occidentales depuis la fin de l'Union soviétique, depuis que les Occidentaux ont cru être les maîtres du monde, dans ce qu'ils appellent la communauté internationale, qui est un objectif mais pas une réalité aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'interventions. Quelles sont celles qui ont été justifiées, pas justifiées, qui ont marché, pas marché, qui étaient légales, Conseil de sécurité ou pas? Je ne développe pas, mais ce n'est pas possible de continuer comme ça sans qu'il y ait un bilan. D'autant que là aussi, comme sur l'Europe, les peuples décrochent. Donc il faut savoir ce que l'on fait ou pas à l'avenir. Deuxièmement, c'est aussi un préalable. Je souhaite des responsables qui réaffirmeraient qu'une politique étrangère est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, surtout dans un vieux pays qui vient de loin, qui se projette dans l'avenir. C'est indispensable de résister à la pression quotidienne qui devient infernale, qui devient débilitante, de l'information continue, de la réaction continue, du court-termisme, de l'émotionnalité, une sorte de dictature émotionnelle, feu de cheminée, etc. C'est insupportable. Il faut réaffirmer qu'une politique étrangère s'inscrit dans un processus qui doit être différent. Alors, ça paraît facile de dire ça comme ça, mais il y a des gens qui pensent ça, qui sont capables de l'incarner, de l'assumer, mais le système quotidien de ce que nous la vie politico-médiatique, c'est le contraire. Donc, pour moi, c'était un préalable fondamental. Sinon, on aura beaucoup de mal à remettre en avant de grands objectifs. Bon, globalement, moi, je souhaite qu'on ait une politique étrangère plus réaliste. On est un pays qui est resté chimérique et qui adore se précipiter à travers des slogans, des mots creux, etc. On est resté on est la preuve de ce que disait Tocqueville, déjà avec un génie incroyable, il y a 2 siècles. Le risque des démocraties, d'abord il disait les Français préfèrent les idées aux faits, tout le temps. Deuxièmement, les démocraties risquent de traiter les questions extérieures sur la base des considérations intérieures. Je pense qu'il faut réussir à surmonter ça. Bon, ça, c'est des commentaires en quelque sorte préalables. Mon appel au réalisme s'appliquant tout à fait à ce que vous disiez, Alain, à la fin, et c'est l'idée de Dominique par rapport à la Russie, mais aussi comment on traite par rapport aux émergents, la Chine, etc. Bon, réalisme. J'en viens à l'Europe. Moi aussi, je trouve les propositions Juncker très intéressantes, très honnêtes. Elles couvrent l'ensemble du champ. Et il y a au milieu, entre les 2 extrêmes, il y a 2-3 propositions qu'on peut tout à fait combiner intelligemment. Et je suis absolument d'accord avec l'objectif d'une Europe puissance d'influence mondiale. Je suis absolument d'accord avec ça. Ce n'est pas du tout ressenti par les autres Européens. En général, c'est une présentation française que les autres Européens apprécient à moitié. Ils pensent que c'est la France qui veut retrouver un rôle abusif par ce biais, mais c'est évident, je peux compléter vos formules, c'est évident que si l'Europe n'est pas une puissance, elle sera impuissante, comme dirait la Palisse, et elle sera dépendante. Et donc l'avenir de l'Europe, ce sont des décisions prises à Pékin, peut-être à Moscou, dans les marchés financiers, peut-être à Washington, on ne sait pas, c'est une pétrolière, enfin quand même. Bon. Donc il faut absolument une Europe puissance si on veut maintenir la maîtrise de notre destin, avoir peut-être une influence sur le monde si on veut continuer à rayonner avec des très belles valeurs, mais tout bêtement aussi pour défendre le mode de vie européen. Ce sont quand même les sociétés les meilleures qu'on ait jamais vues dans l'histoire, ou aujourd'hui, ou les moins pires, comme on veut, mais c'est perfectible. Donc ça, c'est notre patrimoine commun. Et c'est un des seuls sujets sur lequel il n'y a pas d'opposition frontale entre les élites européennes, européistes, intégrationnistes pour beaucoup d'entre elles, et les peuples. Donc ça me paraît fondamental. La question, c'est comment on fait ? Comment on fait ? Alors, moi, je pense que la façon dont on a construit l'Europe depuis 20 ou 30 ans, à travers une réglementation à outrance, ce sont les mots de Juncker, réglementation à outrance. De même qu'il y a une mondialisation à outrance. Il y a mondialisateur, mondialisé, c'est pas tombé du ciel. Dans l'affaire européenne, c'est la même chose. Il y a eu des moteurs, des gens qui ont porté cette idée. Bon, et Juncker lui-même, il explique avant le plan là, des derniers jours, il a expliqué plusieurs fois que par cette intrusion, cette accumulation de directives, alors qu'on avait inventé les directives pour que ce ne soit pas des règlements, précisément pour que l'harmonisation dans le grand marché se fasse par objectif, en respectant le niveau démocratique, en n'asphyxiant pas le niveau démocratique national ou local. Bon, c'est pas comme ça que ça a tourné. La Commission est devenue autre chose, attisée d'ailleurs par les bureaucraties nationales. Il y a une sorte de jeu pervers combiné, et la France a sa part de responsabilité naturellement. Toujours est-il que les peuples ont décroché, et que si vous additionnez les anti-européens, les vrais anti-europhobes, les simples sceptiques,
ou indifférents, les gens qui ne votent pas aux élections au Parlement européen, 60%. Les déçus, on leur a promis l'Europe sociale, ça ne s'est pas concrétisé. Et puis les allergiques, tous les braves gens de centre-gauche, centre-droit qui sont devenus allergiques alors qu'ils ne doivent pas l'être en fait. Donc je ne pense pas qu'on puisse relancer une Europe quelconque non rénovée, relancer l'Europe non réformée. Je crois que ça ne marche pas. Je crois que de dire aujourd'hui on va intégrer plus la zone euro avec un ministre des Finances de la zone euro, de toute façon l'Allemagne n'acceptera pas que ce ne soit pas le ministre allemand, donc on perd son temps, mais en plus ça ne répond pas aux raisons pour lesquelles les peuples se bloquent. Donc pour moi, l'idéal, c'est la combinaison à trouver, ce que vous avez dit tout à l'heure Alain, c'est-à-dire une Europe, une puissance d'influence mondiale, qui serait pacifique, bien sûr, pas pacifiste, mais pacifique, qui aurait une vraie influence sur les choses, mais quelque chose, un système dans lequel les peuples se sentiraient à nouveau à l'aise, alors qu'ils ne le sont plus. Ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas imiter le Brexit, mais vous voyez bien le malaise généralisé, et le risque que l'on a, c'est que ça tourne en rond. Ça tourne en rond, ça ne disparaisse pas, mais enfin qu'il ne se passe plus rien et qu'on se mette d'accord sur rien. Même à travers la relance de l'idée à deux vitesses, ça ne change pas grand-chose. Ça fait 20 ou 30 ans qu'on en fait en pratique. Le noyau dur, on n'a jamais pu le définir parce que personne ne veut être dans l'écorce molle du noyau dur, donc un peu on tourne en rond. Et s'il s'agit de faire des coopérations en plus, genre Airbus, dans plein de sujets, très bien, très bien, très très bien, bravo. Mais ce n'est pas ça qui va calmer les allergiques ou les déçus ou les sceptiques. Donc il y a une combinaison à trouver qui passe par ce que vous avez évoqué, Alain, aussi, la subsidiarité. Où est la ligne de partage? Vieux concept que Jacques Delors mettait en avant pour freiner ses propres services, que Juncker a mis en œuvre au début. Subsidiarité en mettant à la poubelle de dizaines de directives absurdes. Il s'est fait attaquer par le Parlement européen comme manquant d'ambition. Quelqu'un qui renonce à définir la taille des concombres et la forme des écrous manque d'ambition. On est arrivé à un degré d'absurdité totale. Et ça, c'est un débat, non pas entre les anti-européens et les pro-européens, un débat au sein des pro-européens. Donc, pour moi, c'est fondamental que les responsables prochains clarifient les positions de la France, ce qu'elle demande. Et c'est au regard de ça qu'on verra s'il faut proposer, qu'est-ce qu'il faut proposer, une conférence fondatrice ou pas. Est-ce que le levier franco-allemand peut remarcher? Il n'y a plus de vrai couple depuis très longtemps, mais il peut y avoir une entente importante, un levier décisif sur certains des sujets. Ça, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas cette clarification. Voilà, je ne vais pas être plus long d'un débat après, mais pour moi, donc, bilan des interventions, parce que c'est tout le rapport entre l'Occident et le reste du monde. Vieux débat occidental. Est-ce qu'on traite avec le monde extérieur ou est-ce qu'on le convertit? Autrefois à l'Évangile, aujourd'hui aux droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'on fait entre les deux? C'est un débat identitaire pour nous, parce qu'on est interventionniste par conviction que nous avons, que je comprends, de la force extraordinaire des valeurs que nous portons. Mais comment on fait en vrai? Donc à ce préalable, il y a le préalable des réformes, il y a l'affirmation d'une politique étrangère qu'il faut préserver au maximum de ce qui est devenu l'hystérie quotidienne, et les clarifications souhaitables sur la question européenne, à partir desquelles on pourra, je l'espère, rebondir. Merci beaucoup Hubert Védrine, et nous finissons le tour de table du panel par Monsieur De Villepin. Merci Vanessa. Je crois qu'il y a une très grande continuité que vous ne manquerez pas d'observer entre les uns et les autres, entre ce que dit Alain Juppé, Hubert Védrine, ou ce que je peux dire moi-même, et qui tient à une raison simple, c'est que nous avons exercé des responsabilités à la tête du Quai d'Orsay dans des moments qui sont assez proches. Le temps d'une puissance dominant le monde unilatérale, le temps de l'hyperpuissance, comme l'avait qualifié Hubert, le temps des démocraties libérales triomphantes, ouvert par la chute du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique. C'est un moment des relations internationales qui a été marqué aussi par cette dérive des interventions militaires occidentales, convaincues de pouvoir régler les crises par elles-mêmes et par la force, convaincues qu'on pouvait changer les régimes impunément dans des sociétés et des régions fragiles. Tout ceci nous a amené à faire valoir tout au long de ces années des principes. Un principe fort, bien sûr, de l'indépendance de la France, un principe de responsabilité, également faire parler la France des droits de l'homme, faire parler la France soucieuse du règlement des crises, faire parler la France soucieuse du multilatéralisme, et également une France fidèle à un esprit de médiation, vocation historique de la France, qui parle à tout le monde. Alors il faut
ayant évoqué ce moment particulier dans les relations internationales, un moment de près de 30 ans, prendre conscience que ce moment, eh bien, il se termine. Il se termine parce qu'aujourd'hui, nous voyons le basculement du monde. Tous les paramètres auxquels nous avons été habitués sont en train de changer. C'est un bousculement géopolitique. J'ai coutume d'essayer de m'étonner sur au moins 2 questions. Comment a-t-on fait pour que la Russie se jette dans les bras de la Chine? Comment a-t-on fait pour que la Turquie se jette dans les bras de la Russie alors qu'elle était naturellement aimantée et attirée par l'Union européenne? Il faut un certain génie diplomatique du côté occidental pour réussir de tels paris dans des délais aussi courts. Le résultat, c'est que nous sommes aujourd'hui de façon incontournable devant une désoccidentalisation du monde, revendiquée récemment par le ministre des Affaires étrangères russe, parlant de la nécessaire ouverture d'une période post-Ouest, et je pense que c'est une réalité. Deuxième évolution, et je n'évoque pas un concept défendu par Arnaud Montebourg, mais une autre réalité, la démondialisation, c'est-à-dire une mondialisation à la fois hémiplégique et hystérique, qui a certes promis beaucoup de choses, mais qui, aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, on le voit un peu partout en Europe, on le voit un peu partout dans le monde, n'a pas été capable de tenir ses promesses. Et troisième évolution, c'est la remilitarisation, et je souscris à ce monde dangereux, au risque de guerre qu'évoquait Alain. C'est vrai que quand on voit la situation des conflits gelés ou de conflits plus ouverts en Europe orientale, quand on voit l'attraction qu'exercent les régimes autoritaires aujourd'hui, bien au-delà de leur périmètre, l'évolution d'un président moldave pro-russe, l'élection d'un président bulgare pro-russe, le basculement d'un pays comme les Philippines, traditionnel domino dans la main des États-Unis qui se tournent vers la Chine, on voit que parce qu'elles sont mieux capables de contrôler leur population, parce qu'elles donnent le sentiment d'être mieux capables de répondre aux besoins de leurs États, parce qu'elles savent davantage où elles vont, eh bien, ces États, ces régimes autoritaires exercent une attraction. Et c'est dire que non seulement il y a une compétition géopolitique, mais il y a le retour à une compétition idéologique. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un monde où il y a un seul modèle, un seul idéal susceptible d'être évoqué. Et puis cette mondialisation, elle l'est aussi, bien sûr, en question sur le plan économique. On voit à quel point les pouvoirs sont en train de changer de main. Alors, un mot d'hommage ici à Jacques Chirac, avec lequel nous avons, Alain et moi, beaucoup travaillé, et d'ailleurs Hubert Védrine aussi, parce que Jacques Chirac avait anticipé cette évolution. Jacques Chirac, lui, avait compris que, dans le fond, l'idée de multipolarité était une idée qui permettait de compenser et l'unilatéralisme et le désordre mondial auquel nous assistons aujourd'hui. La multipolarité permettait de structurer, d'organiser les relations internationales, et il l'avait fait, il l'avait développé en voulant l'ancrer à la fois dans la culture et dans les civilisations. Il y avait une approche en profondeur qui touchait à la réalité des relations internationales, la réalité des peuples, la réalité des mémoires des peuples. Le deuxième élément, c'est qu'il avait compris également que ce multilatéralisme actif était essentiel dans le cadre de la multipolarité et qu'il s'agissait de prendre des initiatives, et il l'a fait pour le financement du développement dans des tas de domaines où l'action collective, tout à coup, vient porter un projet, montrer qu'il y a une issue. Tout ceci est très important, à mon sens, encore et peut-être plus que jamais aujourd'hui, parce que l'un des éléments marquants de la société internationale, quand on se déplace à travers le monde, cela n'arrive peut-être pas jusqu'à cette rive-ci de la Seine, mais c'est un élément essentiel, c'est l'esprit de revanche. Rien n'est plus frappant quand on se balade en Amérique latine, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Ce qui domine, c'est l'esprit de revanche. Or, les relations internationales, c'est d'organiser des dialogues, d'organiser des réunions. Comment fait-on pour avancer sans prendre en compte la force de cet esprit de revanche qui nous place, nous, occidentaux, sur la défensive? Et c'est pour cela que j'ai toujours été très réticent avec ce concept de France réduite à l'Occident, convaincu que la France était à la fois un pays du Nord et un pays du Sud, et que nous avions eu singulièrement tort de nous priver de cette dimension de diversité française qui est un atout sur la scène internationale. Dans ce contexte, on voit bien qu'il y a deux batailles à mener. Il y a une bataille
européenne, à un moment où l'Europe est attaquée à la fois de l'intérieur par les populismes et de l'extérieur par des appétits parfois imprévisibles, les États-Unis, ou encore du côté de la Russie, il faut donc faire en sorte d'être capable de reprendre l'initiative sur le plan européen, même si je suis d'accord avec Hubert pour dire que c'est quelque chose de difficile. Il y a 2 ou 3 axes qui me paraissent essentiels. Le premier axe, c'est effectivement, nous sommes tous d'accord là-dessus, lâcher du lest dans le sens d'une Europe à plusieurs vitesses. C'est déjà une réalité, on l'a vu à travers Schengen, à travers l'euro. Il faut aller plus loin. Mais lâcher du lest en s'appuyant sur un noyau dur, et ça me paraît essentiel, qu'est le couple franco-allemand. Il est de bon ton de penser que ce couple, il est passé de mode. Moi, je reste convaincu que si au lendemain de l'élection française, en souhaitant que ce ne soit pas Marine Le Pen, il n'y a pas une réunion type esprit de Blechheim, où la France et l'Allemagne se mettent ensemble pour faire bouger les lignes, eh bien l'Europe aura beaucoup de mal à avancer. Et je pense que nous sommes dans un moment des relations internationales où et la France et l'Allemagne sont convaincus de la nécessité de bouger. L'Allemagne ne peut pas être indifférente au désordre qui se développe en Europe. Elle voit bien les conséquences de la politique d'austérité, elle voit bien les conséquences du chacun pour soi, elle voit bien la montée des populismes. Et ce n'est pas l'intérêt de l'Allemagne de continuer comme cela. Je pense donc qu'il y a au moins 2 initiatives que nous pourrions prendre ensemble. La première, c'est, comme cela a été évoqué, dans le sens de la dynamique de la zone euro. Il y a là effectivement de nombreuses initiatives qui peuvent être prises pour structurer, développer l'outil, qu'il s'agisse d'un budget, d'un ministre des Finances ou autre initiative susceptible de marquer cette volonté d'avancer. Il y a un autre domaine qui rejoint aussi une préoccupation qui a été exprimée tout à l'heure, qui est la protection de nos concitoyens. L'Europe doit enfin se donner le rôle. L'Europe, ça a toujours été, dans la mémoire collective, Bruxelles avec un gros bâton qui tapait sur les peuples européens et qui les poussait à la réforme dont on ne voulait pas, les poussait à des régulations dont ils ne voulaient pas. Il faut sortir de cette image. L'Europe doit aussi être perçue positivement. Or, qu'est-ce qu'un État quand il n'a que le mauvais rôle à jouer? Et je pense que dans ce contexte, l'Europe de la sécurité peut être effectivement, dans le cadre de la relation entre la France et l'Allemagne, un domaine d'initiative. Sécurité extérieure, et de ce point de vue-là, la position des États-Unis nous donne une chance. Les réticences vis-à-vis de l'OTAN exprimées par Donald Trump, même s'il revient dessus aujourd'hui, c'est une opportunité à saisir pour développer un pilier européen de la défense et des actions de mutualisation pour une défense commune. Il y a un deuxième domaine qu'il ne faut pas oublier, surtout à l'heure du terrorisme, c'est le développement d'une sécurité intérieure européenne qui va depuis la lutte contre le terrorisme jusqu'à la protection de nos frontières dans le cadre de Schengen et de Frontex. Il y a là des outils qui doivent être améliorés. Nous devons faire en sorte de franchir une étape. Il y a un deuxième domaine où nous devons aller vers nos concitoyens. Et je pense que c'est l'Europe des projets, une Europe concrète, capable d'apporter des solutions. Alain parlait très justement d'un Erasmus élargi. Je crois que dans l'Europe des projets, les Européens ont du mal à comprendre pourquoi nous ne sommes pas capables de prendre plus d'initiatives pour créer une Europe de l'énergie, quand nous savons que nous achetons pour 400 milliards d'euros dans ce domaine de ressources pétrolières et gazières. Il y a certainement des économies, un moyen de montrer aux peuples qu'ils peuvent avoir le bénéfice de la mutualisation. Deuxième domaine, c'est celui des réfugiés. Là, c'est une question de dignité et de valeur. Et je trouve que, de ce point de vue, nous n'avons pas été à la hauteur des enjeux au cours des derniers mois. On aura l'occasion de tous redévelopper cela. Parfait. Donc, je m'arrête sur l'aspect européen pour passer juste, en quelques mots, sur l'aspect français. Sur l'aspect français, il y a un enjeu qui est, à mon sens, un enjeu existentiel. 3 exigences. Une première exigence, l'équilibre. Et je pense que de ce point de vue-là, la France doit retrouver sa vocation initiale qui consiste à tendre la main à tout le monde. À un moment où les États-Unis deviennent imprévisibles et défendent leur intérêt, et pas uniquement leur intérêt d'abord, j'allais dire leur intérêt seulement, la France doit être capable d'organiser des relations plus développées avec la Russie, dans une exigence de dialogue et de fermeté, mais aussi avec la Chine. Ne l'oublions pas, la Chine, c'est le grand pays qui vient. Et nous avons des relations historiques grâce au général de Gaulle, nous avons développé une amitié, nous avons des liens de civilisation, c'est un enjeu majeur. Deuxième enjeu, au-delà de l'équilibre, c'est l'enjeu de sécurité. Nous avons, en ce qui nous concerne, nous Français, une réforme et une métamorphose de nos forces armées à faire. Je crois qu'on a voulu trop cantonner
nos forces dans des logiques d'intervention pure et simple. Il faut les transformer pour que ces interventions puissent vraiment servir la stabilité des États où on intervient et la paix. La paix, ce n'est pas uniquement quand s'arrêtent les armes. La paix, ça se prépare en amont par des modes d'emploi, des scénarios d'action, des types d'intervention. Et la crise que nous avons eu à gérer avec Alain du Rwanda, si elle se repassait, si elle revenait demain, eh bien, je ne suis pas sûr que nous ayons les outils militaires pour agir plus efficacement. Troisième axe, c'est le pari multilatéral. De ce point de vue, nous devons repenser le jeu de nos alliances et être capables de nous appuyer sur davantage de pays. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas une panoplie d'États comme le Maroc, comme le Brésil, toute une série d'États qui serviraient dans le cadre d'initiatives collectives organisées et appuyées par la France, qui serviraient de relais à nos stratégies. C'est quelque chose donc qu'il faut développer. Dernier élément, dans cette exigence d'un enjeu existentiel, c'est l'identité de la France. Je crois que la politique étrangère aujourd'hui, plus que jamais... Est-ce qu'on pourrait se le garder en dessert ? L'identité française ? Oui. Oui, mais alors je termine donc d'une phrase. Alain part après. D'une phrase, c'est l'enjeu culturel. Il y a là, pour la France, un travail à faire en profondeur qui relancerait la place de la France dans le monde. Alain, je suis désolé. Merci beaucoup. Je suis la seule à assumer le mauvais rôle qui m'est imparti. Je voudrais commencer et lancer le débat entre vous sur une des choses que vous disiez au début de propos, Monsieur de Villepin, finalement vous dites basculement géopolitique du monde. Est-ce que tous les trois, vous partagez ce diagnostic ? Est-ce un réel basculement de nature pour longtemps ? Est-ce une parenthèse ? C'est vrai que les derniers développements aux États-Unis, en Russie, en Chine, nous font craindre qu'on est entré définitivement dans l'ère de la logique de la force, qui d'ailleurs n'est pas déconnectée d'un certain mépris à la fois pour le multilatéralisme dont vous parliez ensuite, mais aussi d'un mépris pour l'Union européenne. Donc est-on définitivement dans cette logique de la force et qu'est-ce que ça signifie pour les amoureux de la diplomatie ? D'abord, ce débat se présente très mal, parce que moi je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit par les deux autres intervenants. J'ai quelques petits points de différence, on y reviendra peut-être. Oui, je crois que le basculement est durable. Et nous revenons à un état du monde qui est plus équilibré, plus réaliste, je ne sais pas s'il faut dire plus logique. Nous avons connu une période de domination de l'Occident, de domination économique, de domination militaire, de domination politique, de domination intellectuelle. C'est fini. La Chine a été une des grandes puissances du monde jusqu'au 15e, 16e, 17e siècle. Aujourd'hui, animée par un esprit de revanche, comme tu l'as dit, Dominique, elle a repris sa place comme un des principaux acteurs sur la scène mondiale. Et ainsi de suite, on pourrait multiplier les exemples. Donc il faut que nous regardions cette réalité en face. Juste un autre élément, vous me corrigerez si je me trompe, mais au G7, qui existait il y a encore quelques années avant de devenir le G8, il y avait 3 pays européens. L'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne. Dans le G20, d'ici quelques années, il n'y en aura plus qu'un peut-être, qui sera l'Allemagne. Donc vous voyez que cette espèce de recul relatif de l'Europe par rapport au reste du monde, voilà, c'est une réalité qui est absolument incontestable. Ne parlons pas de ce que pourra peser dans le monde une Afrique de 2 milliards d'habitants d'ici 10 ou 20 ans. Donc il faut se préparer à ce nouvel équilibre. Est-ce que ça veut dire qu'on est foutu ? Non, je ne pense pas. Je pense que ça veut dire qu'il faut retrouver les moyens d'exister, de défendre nos intérêts, d'être une puissance, comme on l'a dit tout à l'heure. Je me réjouis de voir que cette idée de puissance d'influence mondiale, finalement, fait consensus entre nous, mais en même temps d'être une puissance qui œuvre pour la paix. Donc voilà, pour répondre très brièvement à votre question, ne nous faisons pas d'illusions, nous ne retrouverons pas le rôle et la puissance qui a été celle de l'Europe au XIXe siècle, au XVIIIe siècle ou même au XXe siècle. J'étais très frappé par la conférence de Lavrov, la conférence sur la sécurité qui était à Munich, où il y avait une offensive en règle contre l'Occident, contre les valeurs occidentales. Et vous voyez à quel point aujourd'hui la Russie aussi en revient à des valeurs qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Juste un petit exemple, c'est tout à fait extraordinaire, ça m'a frappé ça. J'en parle le jour de l'égalité entre les hommes et les femmes. La Douma a adopté il n'y a pas très longtemps une loi
qui dépénalise les violences familiales. C'est-à-dire que désormais en Russie, on a le droit de battre sa femme ou de battre ses enfants. Tout simplement parce que c'est une conception de la famille qui n'est pas tout à fait la nôtre, qui est peut-être chère à l'Église orthodoxe, mais qui n'est pas tout à fait occidentale. Et que même sur le plan des valeurs, ce basculement, il existe. Pour moi, le basculement est évident, mais ce n'est pas récent. Ce n'est pas parce que Trump est vulgaire et nous insulte. Au moment même où les Occidentaux croyaient avoir gagné, la vraie date, ce n'est pas la chute du mur dont la pentance est systématiquement exagérée, c'est la fin de l'URSS, fin 91. À partir du monde global, les Occidentaux pensent avoir gagné. On a gagné. Rappelez la fin de l'histoire, tout ça. On a gagné faute de combattants. Tout le monde est d'accord pour la démocratie de marché. Et s'il y a des récalcitrants, on va les sanctionner, on va s'ingérer chez eux. S'ils le font, on va les bombarder, etc. En tout cas, ils sont marginaux. Ça, c'est une vision occidentale. Ce qui est en train de s'écrouler récemment avec la prise de conscience, c'est cette vision occidentale. Les Chinois ne sont pas obligés de faire cet exercice de remise à jour de leur vision par rapport à ce qu'ils pensaient il y a 10-15 ans. Ils voient simplement qu'ils continuent à monter, ils sont de plus en plus influents. Ils ont abandonné la prudence de Deng Xiaoping, ils ont peut-être tort, consistant à ne pas être trop provocateur, etc. Xi Jinping est sur une autre ligne, mais il y a une continuité. Alors que les Occidentaux, il y a vraiment une période de 25-30 ans où on a cru être les maîtres, imposer la communauté internationale, intervenir quand il le fait, etc. Ça ne fonctionne pas. Donc les Occidentaux ont perdu le monopole du pouvoir dans le monde. Ça ne reviendra pas. Et c'est même différent, je crois, à l'Inde d'avant, parce que quand la Chine était la première puissance, ce n'était pas un monde connecté, ce n'était pas un monde globalisé, donc ils auraient pu être sur la Lune et nous sur Mars, en fait, en dépit des routes de la soie. Donc c'est l'européanisation du monde qui avait unifié. Le paradoxe incroyable étant que l'Europe n'a jamais été aussi influente dans le monde que quand elle était totalement divisée. Puisque c'est la compétition entre Européens qui a amené les Européens à contrôler quasiment le monde entier. Bon, ça c'est terminé. C'est terminé. Oui, les guerres, oui, bien sûr. En exportant les guerres, en déclenchant les guerres, mais en imposant les hiérarchies des valeurs, les mots, le langage. Regardez tous les pays qui reviennent aux mots d'avant pour désigner leur pays, etc. Ça, c'est terminé. Et pour les Occidentaux, c'est insupportable. C'est pour ça que les Américains ont des comportements extravagants. Ils sont capables d'élire Clinton et après George W. Bush. Après, ils élisent Obama, puis Trump. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est une espèce de pays totalement enfiévré. C'est quelqu'un qui change. Non. Ils ont du mal à s'adapter. Ils ne savent pas s'ils doivent préserver leur sécurité en contrôlant le monde entier ou en se protégeant, si c'est possible. Ils ne savent pas très bien. Quant aux Européens, ils ont rêvé à la communauté internationale et ils se réveillent dans Jurassic Park. Donc c'est très choquant, en fait. Donc pour moi, c'est évident le basculement, mais ne le raccordons pas aux événements tout à fait récents. Ça vient de loin, on s'est fait des illusions, il faut garder nos convictions, ce à quoi nous croyons fondamentalement, mais notre mode de relation avec les autres doit être, je crois, repensé. Merci. Sur la logique de la force. Alors, pour la clarté du débat, je vais m'inscrire un petit peu en faux contre ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, le basculement, je l'ai dit, est une réalité qui s'impose à nous, mais notre rôle n'en devient pas pour autant moindre, bien au contraire. Ma conviction, c'est que nous avons historiquement un savoir-faire sur le plan diplomatique, nous avons une expérience et surtout, nous avons une vocation à agir avec et dans le monde. Et de ce point de vue, je suis convaincu que la France et l'Europe, bien sûr, comme société et civilisation, mais la France comme moteur, doivent être un peu le laboratoire diplomatique des idées nouvelles. Regardons le rayonnement qu'a donné à l'Europe la construction européenne. Alors aujourd'hui, certes, elle est en panne, mais il nous appartient de la remettre en marche. Et croyez-moi, pour une région comme le Moyen-Orient, qui est incapable de penser même l'idée d'initiative régionale, on voit à quel point elle manque d'une architecture de sécurité et à quel point elle manque d'une union économique qui pourrait être basée sur le pétrole et le gaz, comme nous l'avons basé sur le charbon et l'acier. Eh bien, l'Europe aurait une vocation d'exemplarité sur le plan diplomatique qui pourrait faire que depuis l'Europe partiraient de grandes idées susceptibles de donner un sens au multilatéralisme, de donner un sens à une multipolarité organisée. Et je pense que de ce point de vue-là, la stratégie de la France, qui est à la fois sa stratégie de ses intérêts et en même temps une stratégie d'influence pour l'Europe, devrait être de prendre de grandes initiatives. J'en cite une.
un grand projet euro-africain, à l'image de ce que la Chine a fait à travers la route de la soie, la nouvelle route de la soie, pour stabiliser l'Asie centrale et le Caucase. Qu'est-ce qui nous empêche, alors même que nous y avons vocation, de penser l'Afrique et le Maghreb, qui sont pour nous aujourd'hui des réfugiés, des terroristes, des trafiquants. On a une vision noire de l'Afrique et on me parle de l'Afrique en oubliant même que c'est un continent de croissance et d'avenir. On aurait la possibilité d'inverser le cours des choses en créant ce partenariat euro-africain construit autour du développement des infrastructures qui ferait de l'Afrique, avec l'Europe, un vrai pôle de débouchés et de croissance. Ce qui, au bout du compte, m'amène à dire qu'un des vrais problèmes pour la France et pour l'Europe dans ce nouveau monde, c'est d'être capable de penser à la fois la puissance et en même temps de rétablir la primauté du politique. Je suis frappé, et de ce point de vue-là, il y a une sorte de vassalisation de l'esprit à l'esprit américain de force, de voir que nous n'avons pas été capables de penser l'influence sans la force militaire. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, la primauté du politique est indispensable. Nous n'avons pas été capables d'expliquer aux Américains qu'en Syrie, en Irak, au Yémen et en Libye, faire la guerre, utiliser la force pour des anciennes puissances coloniales, des Européens comme des Américains, sans une vision claire stratégique. Qu'est-ce qu'on offre aux tribus sunnites? Comment on rétablit l'unicité d'un pays? Quelle organisation sur le plan fédéral pour prendre en compte les diverses communautés? Quel type de partenariat? Cette absence de vision politique, aujourd'hui, c'est à l'Europe de la porter. C'est notre héritage, c'est notre vision, c'est notre vocation, cela doit être notre ambition. Je suis très bref. D'abord, tout ça n'a aucune espèce de rapport avec ce que pensent les Européens en vrai. Je suis désolé. Je veux dire, c'est très bien, je suis très content d'entendre ça, c'est bien, tout le monde doit apprécier, mais ça n'a aucun rapport avec ce que pensent les Finlandais, les Grecs, les Suédois. Il n'y a pas d'Européens, il y a des Belges ou des Italiens ou ceci, cela. Ça n'a aucun rapport. Personne ne dit ça nulle part en Europe. Donc la question, est-ce qu'on a les leviers, est-ce qu'on a les moyens pour en faire ça? Deuxièmement, sur ce que vous disiez en commençant, Dominique, moi j'ai fait un tableau, j'ai dit la fin du monopole occidental. Je n'ai absolument jamais dit, et Alain je crois encore moins, qu'il fallait s'asseoir et ne rien faire. Donc il n'y a aucune opposition entre l'idée, voilà l'état réel du monde, et nous allons rester une force de proposition, d'ingénierie diplomatique. Ça ne s'oppose pas du tout en fait. Hein. Ça peut se compléter. Ce n'est pas une autre vision. Est-ce qu'on a les moyens de le devenir? Je ne sais pas. Oui, deux petites remarques très brèves sur la question de savoir si cette vision est partagée par nos partenaires européens. Je me sens plutôt proche de ce que dit Hubert Védrine, mais ça ne nous empêche pas, nous, Français, de le faire. Il y a une place pour une politique étrangère de la France, même si je pense que l'Europe, évidemment, doit jouer pleinement son rôle. Deuxièmement, je suis un petit peu en désaccord, mais je pense qu'on s'est mal compris avec Dominique. La force, le droit sans la force est impuissant. La justice sans la force est impuissante, et la force sans la justice est arbitraire. Donc, civis bellum para pacem, etc. Civis pacem para bellum, etc. Tu connais ça? Il faut la force. Il faut la force. Donc, il ne s'agit pas de se doter d'une force pour l'utiliser, mais pour prévenir. Je pense qu'il n'y a aucune contradiction entre le fait de voir l'Europe jouer un rôle civilisateur, un rôle de paix, un rôle de messagère de paix, un rôle de retour au multilatéralisme. Parce que le diagnostic de Jacques Chirac sur la multipolarité, je l'ai naturellement totalement partagé. Son grand rêve d'accompagner la multipolarité par un progrès du multilatéralisme a échoué. Et on a vu au contraire que le multilatéralisme est tombé en panne. Et aujourd'hui, il est gravement en panne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne joue pas son rôle. On le voit à propos de la Syrie ou dans d'autres conflits de ce type. L'OMC est malade. La justice pénale internationale est contestée par tout le monde. Il aurait fallu qu'après la COP21, on soit capable, c'était une grande mission de Jacques Chirac, ça aussi, qu'il m'avait confié en partie, de créer une organisation mondiale de l'environnement. On a fait chou blanc. Donc le multilatéralisme est en panne. Et peut-être que l'Europe a justement, et la France, un rôle à jouer pour relancer cette ambition multilatérale. C'est quoi le multilatéralisme? C'est la recherche d'un règlement pacifique des conflits. Hein, c'est bien ça, avec des mécanismes qui permettent d'éviter le recours à la force. Donc soyons forts et soyons multilatéraux. En ce qui concerne la position des Européens, on le voit bien, on a suffisamment participé à des conseils européens ou à des conseils de politique étrangère. Si un pays ne prend pas l'initiative, il ne s'y passe à peu près jamais rien. Donc le fait que d'autres,
je rejoins Alain sur ce point, le fait que d'autres ne soient pas tentés de penser comme nous ou au départ ne pensent pas comme nous ne signifie pas qu'effectivement, et là je pense qu'il faut prendre appui sur la force des peuples européens aujourd'hui, ne signifie pas que nous n'ayons pas à jouer et à lancer, à jouer un rôle et à lancer un certain nombre de débats. Moi je suis très convaincu, et je reprends la formule qu'utilisait souvent Georges Semprin, qui est la satisfaction créatrice, qui a une dimension de l'Europe tout à fait originale, qui fait une différence par rapport à ce qu'on évoquait, la Russie et d'autres pays. Certains pays sont tout à fait convaincus par leurs valeurs et se replient sur leurs valeurs, se resserrent sur leurs valeurs, conception de la famille ou autres sujets, en Turquie et ailleurs. La particularité de l'Europe, c'est que nous avons un rapport à la culture et à nos valeurs qui est constamment en questionnement, qui est constamment en débat. C'est ça le génie européen. C'est d'être capable de remettre en cause, de remettre sur la table un certain nombre de nos idées et de ne pas nous enfermer dans des carcans. Donc je pense qu'en diplomatie, c'est pareil. Le bien commun, ce n'est pas quelque chose auquel on arrive du premier coup. Et la diplomatie, qui vise l'intérêt général, par définition, elle tâtonne, certaines initiatives ne sont pas retenues. Je crois que l'honneur de la France, c'est d'être capable de mettre sur la table un certain nombre de projets. Quand on regarde l'histoire de l'Europe depuis 50 ans, on constate qu'il y a beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau, et puis il y en a quelques-uns qui ont surnagé. Le moment particulier, et je reviens à cette idée de circonstance, le moment particulier de l'Europe fait qu'aujourd'hui, au-delà des États, et je ne veux pas m'enfermer dans une vision de l'Europe dominée par des gouvernements. Aujourd'hui, on parle aussi à des peuples qui sont en attente de réponses, qui sont en attente d'espérance, qui sont en attente d'idéal. Si face au populisme, nous ne sommes amenés qu'à apporter des réponses bureaucratiques, passant par des projets codifiés et acceptés par tous, nous n'avons aucune chance de réussir. Et donc, il faut prendre les peuples à partie, il faut les solliciter, il faut les amener à imaginer d'autres scénarios, d'autres réponses. Je pense qu'on peut le faire sur les réfugiés, on peut le faire sur une Europe des universités, une Europe du savoir et de l'innovation. Donc je crois que sans pour autant, et je ne dis pas ça avec vocation à m'opposer systématiquement, mais je crois qu'il y a là d'autres façons de faire qui sont importantes. Merci beaucoup, Monsieur de Villepin. En fait, je voulais qu'on continue sur la question européenne parce que donc vous nous invitez pour convaincre les peuples à aller plus dans les projets concrets qui leur parleront. On a entendu depuis le début du débat que Alain Juppé, Hubert Védrine étaient tombés d'accord sur l'idée qu'il fallait une puissance d'influence mondiale dans laquelle les peuples se reconnaîtraient. On a entendu ensuite, M. de Villepin, que l'Europe avait les moyens d'être un laboratoire diplomatique des idées nouvelles, voire, M. Juppé, le rôle civilisateur. On n'est pas loin, et M. Védrine, dites-moi si j'utilise votre expression à mauvais escient, de ce que vous avez un jour appelé le catéchisme européiste. Donc par quoi commencer pour cette Europe sur laquelle vous tombez tous d'accord? Est-ce la défense? Vous en avez parlé. Est-ce de retravailler les frontières de Schengen? On en a parlé. Est-ce ailleurs que dans les questions de sécurité? Est-ce l'union fiscale, l'union budgétaire? Est-ce que l'on doit travailler sur les questions de puissance morale? Vous l'avez dit également tout à l'heure, mais à ce moment-là, quels sont nos leviers pour le rayonnement au niveau européen? Ou doit-on avoir d'autres méthodes diplomatiques? Comment construire une unanimité par du case-by-case basis, par exemple? Bref, on est à 46 jours d'une campagne présidentielle sur laquelle, monsieur Védrine, vous le disiez tout à l'heure, le peuple français ne se retrouve pas exactement. Que peut-on leur dire concrètement qui les réconcilie avec une idée européenne qui ne soit pas trop éloignée d'eux-mêmes sous un autre format que du catéchisme européiste? Je croyais avoir un peu répondu à cette question. Je m'explique sur le rôle civilisateur de l'Europe. Je suis prudent avec cette formule. Je ne voudrais pas ressusciter des débats sur le colonialisme, etc., qu'on a eu récemment. Je dis simplement que l'Europe a des valeurs et qu'elle ne doit pas en avoir honte. Il ne s'agit pas de les imposer aux autres. Hein, il s'agit de les affirmer parce que ce sont les nôtres. On les partage ou on ne les partage pas. On peut espérer qu'elles vaincront un jour ou qu'elles triompheront un jour. Sur les principales initiatives qu'on peut prendre concrètement, il faut essayer de répondre à ce qui sont les angoisses prioritaires de nos concitoyens, au moins en France. C'est largement partagé un peu partout en Europe, dans le sud de l'Europe et même au-delà. Première angoisse, est-ce qu'on aura du boulot demain?
Est-ce que l'Europe peut nous aider à développer une stratégie économique qui va nous permettre de créer des emplois? Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, je partage le point de vue de Hubert Védrine, il faut revenir à une gestion de nos dépenses qui soit raisonnable, non pas parce que Bruxelles nous l'impose, mais parce que le bon sens nous l'impose. Mais il ne faut pas renoncer à multiplier par 2 ou par 3 le plan Juncker. C'est bien le plan Juncker, mais c'est insuffisant. Il faut aller plus loin et investir massivement dans la recherche, dans l'innovation, dans le numérique. Il n'est pas normal aujourd'hui que nous soyons déjà dépendants des grandes plateformes numériques américaines ou chinoises, et que l'Europe ait été incapable, faute d'un marché unique du numérique, d'exister dans ce domaine. De même, en matière de politique énergétique, de transition énergétique, nous avons des initiatives à prendre, des initiatives de recherche et d'innovation qui, derrière, seront créatrices d'emplois. La deuxième chose qu'il faut faire, si on veut éviter que le discours anti-européen ne prospère, c'est contrôler nos frontières. Je suis d'accord avec Dominique de Villepin, il faut assurer nos responsabilités historiques vis-à-vis des réfugiés. Mais ça ne veut pas dire que l'Europe doit s'ouvrir à tout le monde. C'est pas vrai. Il faut distinguer les réfugiés, il faut distinguer les réfugiés, les migrants économiques, l'immigration illégale. Il faut qu'on définisse une véritable politique de l'asile commune, elle n'existe pas vraiment, et une politique de contrôle aux frontières efficace. Il a fallu entendre quand même la crise des réfugiés de l'année dernière pour qu'on se rende compte que Frontex disposait d'un budget de moins de 100 millions d'euros et à peine d'une centaine de gardes-frontières et d'aucun moyen juridique en réalité pour exercer sa fonction. Donc on a créé une nouvelle agence mais qui est encore très en deçà de ce qui serait nécessaire. Donc voilà 2 priorités me semble-t-il, la croissance, l'investissement, l'emploi et ensuite la sécurité, y compris la sécurité intérieure. Il faut que Europol, Eurojust, le renseignement européen joue pleinement son rôle pour garantir la sécurité de nos concitoyens face au terrorisme. Je crois que c'est les 2 premiers angles d'attaque. Il y en a d'autres sans doute, mais ceux-là parleront directement à nos concitoyens. Alors, un mot sur le catéchisme et un mot sur par où prendre la question européenne. Ce que j'appelle, moi, le catéchisme, c'est les formules toutes faites. Vous savez, les slogans. L'Europe, c'est la paix. C'est très sympathique, mais historiquement, c'est la paix qui a permis l'Europe. C'est les Américains et les Soviétiques qui ont fait la paix contre Hitler. C'est pas l'Europe. Non. Et l'Europe. Alors, l'Europe a transformé cette espèce de paix froide en quelque chose de construit après. Mais c'est quand même un slogan. C'est la jeunesse, c'est l'avenir. Enfin, moi, j'ai une sorte d'allergie à tout ça parce que quand j'étais secrétaire général au moment de Maastricht, décidé par Mitterrand, qui a pris le risque du référendum, j'ai suivi au jour le jour avec Jacques Pilan, qui était génial, l'effondrement de tous les slogans précisément qui marchaient plus déjà. En 92, ça marchait plus. Et d'ailleurs, on est arrivé en discutant à la formule qui rejoint votre introduction, que François Mitterrand avait utilisée face à Seguin, qui posait d'ailleurs des tas de questions intelligentes. Il avait dit « Une Europe forte vous protégera mieux ». En 92. Et donc ça correspondait à un besoin déjà. Donc les slogans, la condamnation des égoïsmes nationaux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des intérêts nationaux. On ne dit pas que le maire de Marseille est égoïste parce qu'il ne s'occupe pas de Paris. Bon, il y a toute une espèce de langage comme ça, le ton, le mépris à chaque consultation, l'ensemble des médias par rapport aux gens qui sont tentés, pour des raisons peut-être idiotes, mais tentés de voter non. Enfin, ce que j'appelle le catéchisme, c'est ça, c'est des formules toutes faites. De toute façon, on est trop petits pour affronter l'avenir. Les 3/4 des pays des Nations Unies sont plus petits que nous, plus petits que la France ou l'Allemagne. Enfin, il y a toute une série de formules bien pensantes, mais qui ont fini par être exaspérantes et qui ne correspondent pas à ce qui est ressenti en vrai. Donc parlons vrai, trouvons un langage différent, plus direct. Aucun d'entre nous ne parle le catéchisme. Ce n'est pas parce qu'il y a des projets européens qu'on retombe dans le catéchisme européen. C'est à distinguer. Après, comment prendre les choses? Moi, je pense qu'il y a évidemment une question de croissance. Je pense que les Européens sont frustrés parce qu'il y a eu trop d'annonces. C'est pour ça que je me méfie toujours des annonces nouvelles sur ce que l'Europe va faire. L'Europe, c'est un mot valise. D'abord, on ne sait pas de qui on parle exactement. Les gens sont déçus parce que ça ne se concrétise jamais. Donc les annonces, notamment dans les élections, sont source de désillusions qui vont revenir en boomerang après. Je trouve ça dangereux. Ce que je constate, moi, depuis longtemps, c'est que les peuples européens veulent garder une certaine identité, une certaine souveraineté, même si elle est exercée en commun, et avoir de la sécurité. Bien sûr, ils sont contents d'avoir plus de croissance. Erasmus pour tout le monde, très bien, bravo. Mais il y a ces demandes-là. Et ça fait longtemps que les élites détestent ça. Les élites mondialisatrices, européistes, etc., trouvent que c'est dégoûtant, ces demandes, c'est archaïque, c'est atroce, c'est le passé, c'est le péniste et compagnie. Les élites, à mon avis, n'ont rien compris à ça, rien compris. Elles ont creusé elles-mêmes avec leurs propres dents le fossé. Regardez l'histoire de la souveraineté. La souveraineté, pour la plupart des peuples, c'est une extraordinaire conquête
dans l'histoire des peuples démocratiques, il y a très peu de peuples qui ont eu la souveraineté sur leur propre destin. Bon, alors maintenant, on leur dit souveraineté, souverainisme, c'est à mettre à la poubelle, ça. Parce qu'il faut abandonner tout ça. Et les gens voient bien que c'est les marchés financiers, eux-mêmes devenus fous, qui ont récupéré ça. Et personne d'autre. Donc je ne comprends pas que les élites aient joué avec des mots aussi dangereux, aussi profonds. Je parle d'anthropologie politique, des racines profondes de la démocratie. Donc pour moi, ça commence par un compromis de la part des élites, on continue le projet, mais on admet, c'est pas choquant, qu'il y ait ce besoin d'identité, de souveraineté, de sécurité. Et on répond intelligemment. Si on ne répond pas raisonnablement, les gens deviennent fous et votent n'importe quoi. Et ce n'est pas la peine de condamner le populisme, ça ne change rien au populisme. C'est un sous-produit d'une série d'échecs par rapport à ça. La bonne réponse, c'est Schengen. C'est Schengen refait. Schengen, on l'a développé dans une époque de sans-frontiérisme. Voilà. Donc on ne s'est jamais tellement préoccupé de la frontière extérieure. Il faut un Schengen sérieux, avec une frontière extérieure bien gérée, dans laquelle on dépasse la querelle débile entre la méthode communautaire et la méthode intergouvernementale. Madame Merkel a fait un très bon discours d'ailleurs sur ce dépassement il y a 7-8 ans à Bruges. Donc il y a des gardes frontières à la fois européens, avec des polices nationales, enfin connectées, etc. Et on distingue absolument, mais vous l'avez dit, on distingue absolument les demandeurs d'asile, les gens qui sont vraiment en danger, parfois en danger de mort, vraiment en danger, demandeurs d'asile. L'Europe ne peut pas dire non, on ne peut pas fixer de quotas, on ne connaît pas l'ampleur des tragédies futures. Il faut pouvoir répondre vite, c'est une chose. Mais on ne peut l'expliquer aux populations qui sont maintenant comme ça, qui sont crispées, parce qu'il tout arrive en même temps, puis il y a les convulsions dans l'islam, et puis il y a le terrorisme, et l'immense majorité des musulmans normaux n'arrivent pas à juguler leurs extrémistes, donc il y a une espèce d'angoisse qui gagne tout, qui mélange tout par rapport à ça. Si on arrive à distinguer en disant on gère les demandes d'asile, et par ailleurs, on co-gère les flux migratoires économiques. Moi, je préconise, avec les pays de départ et de transit, une fois par an, tous les 2 ans, sur la base de quotas par métier, en fonction de la situation économique en Europe. Ce n'est pas l'asile, ce n'est pas mélangé. Si on arrive à faire ça, on peut se retourner vers les Européens, même ceux qui sont tentés de voter Le Pen. On peut leur dire, écoutez, franchement, soyez pas ignobles, quoi. On a affaire à des gens qui sont en danger, pour de vrai. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas fait l'autre morceau. Et si les gens croient qu'ils vivent dans une maison sans porte ni fenêtre. Il ne faut surtout pas faire de moralisme. Dans ces cas-là, si les gens sont crispés, ça ne sert à rien de les traiter de racistes ou je ne sais pas quoi. D'abord, ce n'est pas vrai, et c'est une insulte. Et puis, ça aggrave la situation, la relation entre les élites et les peuples. Donc, il faut organiser ça, et après, on peut réavancer. Puis l'autre clé, mais on l'a dit tous, c'est la subsidiarité. Arriver à dire, alors c'est plus facile à dire ici qu'à faire, parce que le système européen ne veut rien lâcher, naturellement. Arriver à dire, l'Europe s'est occupée de trop de choses, le niveau européen doit arrêter de s'occuper de tout et de rien, dans le désordre et l'intrusion, et en revanche, cette Europe-là, repensée, clarifiée, a 2 ou 3 rôles d'avenir majeurs. Donc il y a une transformation à réussir. Moi, je crois que c'est vital, et je ne crois pas aux relances sans ça. Relance euro, géométrie variable, mais on en fait tout ça, ce n'est pas suffisant. Même les plusieurs vitesses, ça ne règle pas la question de la répartition des pouvoirs entre le niveau européen et le niveau des États-nations. Et même si on revenait au noyau d'origine, avec les 6. Donc il faut combiner ça. Et moi, je pense qu'on retrouve les peuples après. Pas les anti-européens idéologiques, mais on retrouve les autres. Oui, 2 petites remarques. Je suis à 100% d'accord avec Hubert Védrine sur l'idée de légiférer moins, de simplifier, d'arrêter cette espèce de délire normatif de la Commission. Juncker a essayé, il est arrivé partiellement, simplement, à condition de dire la vérité aussi. Et de ne pas faire porter sur Bruxelles la totalité de la responsabilité. Je vais prendre un petit exemple qui m'a beaucoup frappé dans mes pérégrinations pendant la campagne des primaires, dans les fermes françaises. Vous voulez faire une centrale de méthanisation dans une ferme française. Il faut 2 autorisations, naturellement, multiples et variées. En France, ça prend plus de 3 ans avant d'avoir l'autorisation. En Allemagne, moins d'1 an. La réglementation européenne est la même. C'est le même Bruxelles. C'est l'administration française qui a surtransposé les directives européennes et qui en a rajouté. Donc, ne faisons pas non plus porter sur Bruxelles la totalité des péchés, et essayons, et parfois on demande nous-mêmes en plus, on demande. Donc voilà, nous avons aussi une discipline à nous imposer dans ce travail de simplification. Deuxièmement, je suis un peu moins prudent que Hubert Védrine sur la zone euro. Je pense que, curieusement, les Français n'ont pas envie de sortir de la zone euro.
On le voit bien dans les sondages aujourd'hui, ils votent Le Pen, mais en même temps, ils disent l'euro, ben, c'est pas si mal que ça nous protège. D'abord, quand on voyage, quand on va en Italie ou ailleurs, eh bien, on n'est pas obligé de convertir notre monnaie. Et puis, ils se rendent bien compte qu'en sortir provoquerait des turbulences dont les plus fragiles seraient les premières victimes. Et donc, je crois qu'il faut faire fonctionner cette zone plus efficacement qu'elle ne fonctionne aujourd'hui, parce qu'elle peut être ressentie positivement. Donc, je pense qu'il faut améliorer sa gouvernance. Je pense qu'il faut se fixer un objectif qu'on réaffirme depuis toujours, et on progresse extrêmement lentement parce qu'on est dans un système d'unanimité sur l'harmonisation fiscale. On ne peut pas continuer à faire fonctionner une monnaie avec des systèmes fiscaux aussi divergents, avec des taux d'impôt sur les sociétés qui peuvent varier de 15% à 30%, ça ne marche pas. Et puis peut-être aussi aller jusqu'à envisager un socle commun de droits sociaux. On ne va pas harmoniser la protection sociale des pays européens, et ça fout la panique à tous nos partenaires, parce qu'ils se demandent si on va s'aligner sur la France, ou à la France qui se demande si on va s'aligner sur la Grèce ou sur la Bulgarie. Donc, évidemment, l'harmonisation n'a pas de sens. En revanche, un socle commun qui permette d'éviter les effets de dumping, je pense en particulier à la directive sur les travailleurs détachés, est absolument indispensable. Donc je pense qu'il y a quand même des avancées à faire pour que la zone euro fonctionne plus efficacement. Brièvement, Alain, je rebondis. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais est-ce qu'on donne des pouvoirs nouveaux au commissaire, au Tartampion? D'accord. Au conseil de la zone euro. D'accord. Oui. Donc c'est exercice de la souveraineté en commun. Ce n'est pas transfert de souveraineté. Et on ne dit pas qu'il y a un ministre des Finances de la zone euro qui va décider à notre place ou à la place de M. Schäuble. C'est le conseil des ministres de la zone euro qui doit être le gouvernement de la zone euro, naturellement, c'est-à-dire les représentants des États. Là, j'en suis bien d'accord. Dans ce cas-là, moi, je suis 100% d'accord. Et pour l'harmonisation fiscale, parce qu'on a tout à y gagner, nous. Chers étudiants, d'ici 5-10 minutes, nous allons vous donner la parole. Alors je vous invite dès maintenant à venir au micro, à vous mettre en ligne, parce que vous savez, sinon vous allez être déçus. Vous allez vous retrouver à 18h59 avec votre fabuleuse question que vous ne pourrez pas poser. Et je regretterai énormément de vous dire que vous ne pouvez pas poser cette question. Je voudrais revenir sur une des propositions que nous faisait Hubert Védrine sur la question du bilan des interventions. Donc il y a la question du bilan et il y a aussi la question de l'avenir. Donc sur les interventions extérieures, finalement, selon vous, à quelles conditions la France, à l'avenir, doit intervenir militairement et comment? Avec quelle capacité de projection? Seule ou avec les Européens? L'OTAN? Oui, j'aurais tendance à dire jamais, oui. Ma conviction, c'est que les interventions militaires n'ont de sens, de succès, que si elles sont ciblées et strictement encadrées. L'une des grosses difficultés des interventions militaires, c'est qu'elles répondent le plus souvent, et on peut reprendre beaucoup d'interventions des dernières années, le plus souvent, elles sont guidées par des soucis d'abord de politique intérieure. On parle aux opinions publiques par le biais de la diplomatie et par le biais du militaire. Deuxièmement, le militaire est souvent, dans le réflexe de l'intervention, un substitut ou la marque de faillite de la diplomatie. Alors qu'à mon sens, l'un sans l'autre, ou l'une sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Une intervention militaire qui n'a pas un objectif extrêmement précis, eh bien, ça se termine dans la confusion, on n'a pas de perspective de sortie de crise organisée et de qualité, et le résultat, c'est l'enlisement. Je prends dans les dernières années une intervention qui, je trouve, est assez exemplaire de faut-il ou pas intervenir militairement, qui est le Mali, et qui crée un assez grand consensus en France, même un total consensus, en tout cas dans les forces politiques. Et ma conviction, c'est que le Mali n'est pas un bon exemple d'intervention militaire. À la question, fallait-il intervenir au Mali? Oui. Pouvait-on intervenir autrement? Oui. Et si on avait tiré les leçons, pour ceux comme moi qui ont commencé, qui ont fait une grande partie de leur carrière sur l'Afrique, on peut envisager des interventions extrêmement limitées, extrêmement ponctuelles, comme on l'a fait 10 fois au Tchad pour abattre une colonne dans le désert qui menace une capitale, sans pour autant s'installer durablement dans une société, peser dans une société sans but politique autre que formel. Le résultat, c'est qu'on est intervenu au Mali pour empêcher la chute de Bamako, il fallait le faire, mais nous nous sommes donné pieds et mains liés à un gouvernement et une équipe en place, très largement corrompue, qui en aucun cas ont mené une stratégie politique qui pouvait sortir le Mali de l'ornière. Et le résultat, c'est qu'on a vu
que la question Touareg est restée entière, que les pays de la région ne se mobilisaient pas suffisamment pour accompagner le Mali dans un processus de sortie de crise. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le djihadisme se redéveloppe dans le nord, se développe dans le centre, et on voit nos soldats à travers l'opération Barkhane qui courent après les terroristes un peu partout dans le Sahel. Malheureusement, c'est sans fin. Je pars du principe qu'une vraie stratégie politique avec l'objectif de réconciliation des Maliens, avec une forte pression mise sur le gouvernement, accompagnée par la communauté régionale et la communauté internationale, et en particulier une vraie stratégie, et de ce point de vue, l'Europe pourrait être exemplaire, de consolidation des sociétés civiles et de consolidation des États. Une des clés de l'instabilité mondiale, c'est les États faillis et les États fragiles. Or, ce n'est pas en envoyant quelques experts dans un pays qu'on reconstruit un État. Créer des services fiscaux, des services sociaux, recréer des services à la population, c'est un travail complexe. L'Europe serait bien inspirée de créer cette force de reconstruction administrative. Et la France, qui a un État ancien, qui a précédé la nation, a la capacité de servir dans ce domaine. Donc c'est très complexe une intervention. Moi, je suis né de l'autre côté de la Méditerranée, j'ai grandi dans un monde en développement où cette sensibilité à l'intervention extérieure est extrêmement forte. Je pars du principe qu'il n'y a pas d'intervention militaire heureuse parce que l'on déstabilise les sociétés. Donc si on utilise la force, prenons des précautions pour éviter de peser sur ces sociétés et de les déstabiliser durablement, ce qui finalement conduit à des situations pires qu'avant l'intervention. Pour répondre à votre question, je dirais au cas par cas. Quand faut-il intervenir? Au cas par cas, en fonction de ce que le pouvoir politique au plus haut niveau estime être l'intérêt de la France. Deuxièmement, il faut s'en donner les moyens. Aujourd'hui, nos armées sont à l'extrême limite de leur capacité. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que nous arrivions à l'objectif que nous avons réaffirmé à plusieurs reprises d'un budget de la défense qui atteigne les 2% de notre PIB. Ça va demander un effort de la nation en faveur de ses armées. Troisièmement, ce que vient de dire Dominique de Villepin montre la difficulté de ce débat. Parce que tu viens de dire, fallait-il intervenir au Mali? Oui. Avons-nous eu raison d'intervenir au Mali? Non. Enfin, pardon, je caricature presque ton point de vue. Oui, mais pas comme ça. J'ai pas très bien compris quel était le mode opératoire différent à partir du moment où on avait une inquiétude forte de voir Bamako tomber sous le joug des djihadistes. Enfin bon, on peut en discuter à l'infini. Là où je te rejoins, en revanche, c'est que le militaire en lui-même ne suffit évidemment pas. Et je voudrais prendre un autre exemple qui est l'intervention en Libye. On peut revenir sur sa justification ou pas. C'est toujours facile aussi ex post de dire il aurait fallu faire ceci ou cela. Quand on prend la décision, on ne sait pas ce qui va se passer après, naturellement. Là où nous avons failli, c'est clair, c'est que nous n'avons pas accompagné ceux qui se sont installés au pouvoir pour les aider à construire une véritable démocratie en Libye, avec toutes les interventions que tu as signalées tout à l'heure. Ce pays sortait de 40 ans de dictature. S'imaginer qu'il allait tout d'un coup basculer dans une organisation démocratique solide, c'était effectivement une erreur. Nous les avons laissés se démerder tout seuls, et le résultat, c'est le chaos dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc l'intervention militaire, vraiment, doit s'accompagner d'une réflexion politique antérieure et d'une action politique postérieure qui sont la seule issue véritablement stable et durable. Moi, mes critères sont très proches de ceux d'Alain. Je pense qu'il ne faut pas écarter le principe, la possibilité. D'ailleurs, il y a un chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qu'on ne va pas rayer. Après, il faut avoir un objectif très clair. Il faut qu'il soit le plus possible légitimé par les pays demandeurs, par les pays voisins, par le Conseil de sécurité. C'est l'idéal. Il faut avoir en effet un objectif politique, une intervention militaire adaptée. Si on le peut, une sorte de calendrier. Imaginer une porte de sortie, c'est lié plus ou moins à la solution politique, et s'assurer du soutien de l'opinion intérieure, qui peut être enthousiasmée au début et qui peut lâcher en route, en fait. J'ajouterais qu'il faut le faire sans aucun esprit missionnaire. Et ce que vous dites, Dominique, pour remplacer l'intervention militaire maladroite ou mal conçue, vous le remplacez par quelque chose qui est encore plus compliqué, en fait, qui ressemble un peu à ce qu'on disait au début de la colonisation, sans polémique, mais on allait construire le pays, c'est le nation building.
Bon, je veux bien qu'on fasse réfléchir nos amis européens là-dessus, c'est pas sans intérêt, mais c'est également très 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 compliqué. Donc moi je dirais sans esprit missionnaire, en abandonnant complètement l'histoire de l'ingérence, aussi le droit et encore pire le devoir d'ingérence, et en étant en effet au cas par cas en fonction des demandes, sécurité, etc. Donc finalement c'est du cas par cas, mais il faut absolument qu'on réfléchisse à ce qui s'est passé depuis 20 ou 30 ans, de notre part et de la part des autres aussi, des Américains. On ne peut pas continuer comme ça, mais on ne peut pas non plus laisser tomber comme ça. Et moi, je me méfie de la façon dont on vend ça aux opinions publiques. Dans l'affaire du Kosovo que j'avais eu à gérer, moi, dans le groupe de contact, puisqu'on avait repris celui qu'Alain avait créé avant sur la Bosnie, j'avais été très gêné par la façon dont Tony Blair avait vendu l'intervention à la fin à son opinion, en disant que c'est pour arrêter un génocide. Il n'y a pas de génocide, il y avait énormément de choses qui, surtout au bout d'un an et demi d'efforts, justifiaient qu'on intervienne, mais c'était survendu avec des arguments simplistes, manichéens, parce qu'ils pensaient que c'était la seule façon d'avoir le soutien de l'opinion. Donc moi, je plaide pour un soutien raisonné, argumenté, qui tienne le coup dans la durée. Voilà mes critères. Espérons qu'on n'ait pas à les utiliser, mais je ne sais pas. Vous souhaitez répondre ou pas sur la force de construction administrative? Non, ça va. Bon, la force de construction administrative et ensuite. Oui, ce que je disais sur la force de reconstruction administrative s'inscrit dans le cadre des initiatives des Nations Unies à partir de la réforme de 2006, où on a inventé une nouvelle structure qui, justement, prend en compte d'un effort dans la durée vis-à-vis des populations civiles et vis-à-vis des États concernés pour éviter, justement, cette rupture de charge entre l'intervention militaire et puis plus rien. Sachant que, comme toujours, les mauvaises habitudes reviennent au galop et que soit les oligarchies en place, soit les systèmes claniques en place font que la population civile ne voit pas les bénéfices des interventions extérieures au-delà de son aspect militaire. Donc finalement, si on veut recréer en direction des populations l'idée de certains services sociaux, de services administratifs qui fonctionnent, on redonne à la population le sentiment qu'il y a un avenir, qu'il y a une perspective, que les choses remarchent à nouveau. Sinon, c'est ce qu'on voit en Irak ou dans beaucoup de régions soumises encore à la violence et à la guerre, c'est le système D, et ce sont les clans, les groupes qui reprennent en main la reconstruction de ces territoires, et souvent de façon extraordinairement tribale et clanique. Merci beaucoup. Donc nous allons commencer avec les questions des étudiants. Questions may be asked in English if you want, but it may be responded in French. Je compte sur vous pour faire des questions concises, courtes, car vous êtes nombreux à vouloir poser des questions. Donc nous allons commencer à votre droite, soit à notre gauche. S'il vous plaît, nous allons prendre 3 ou 4 questions à la fois, ça fait beaucoup, et ensuite nos panélistes essaieront de vous répondre un à un. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs les ministres. Merci d'être ici. Je m'appelle Tom Attenstedt, je suis étudiant à l'APSIA, venant d'Allemagne. J'aimerais savoir, face aux écoutes des services secrets américaines et en vue de cette nouvelle administration Trump aux États-Unis, quelle est la voie que doit prendre la France ou alors l'Union européenne dans ses relations avec les États-Unis afin de garantir donc le respect des valeurs européennes? Merci Thomas. Madame? Bonsoir, Anna, étudiante à l'École d'affaires internationales de PSIA. Merci beaucoup d'être là et pour vos interventions. Et je pense que vous avez tous insisté sur le fait qu'il y a le besoin pour la France et pour l'Europe de mener le dialogue avec tout le monde, dont la Russie, ce qui me fait du baume au cœur en tant que Russe. Mais donc ma question va concerner justement les relations avec la Russie et les sanctions qui sont là prolongées jusqu'à juillet. Donc il y a pas mal de voix au sein de l'Union européenne qui disent qu'en vérité ils ne sont pas forcément très efficaces. Et récemment, le chancelier autrichien avait dit qu'ils n'étaient pas forcément très avantageuses pour l'Autriche. Donc est-ce que selon vous, il y a une chance qu'en juillet les sanctions vont être modifiées ou supprimées? Et aussi, plus généralement, comment mener le dialogue au sein de l'Union européenne en fait, avec les pays qui ont des positions absolument contraires, dont je parle des pays baltes, surtout vis-à-vis des sanctions, et aussi par exemple des pays qui ont des visions contraires sur les politiques d'immigration, dont le débat sur l'Hongrie, la Pologne. Merci. Merci Hannah. Monsieur?
Oui, bonjour, je m'appelle Eptiège, je suis étudiant en master en sécurité internationale à l'école d'affaires internationales. Donc ma question en fait va porter essentiellement sur le monde arabe qui traverse, on va dire, une période d'instabilité qui, on va dire, de manière sans parti pour durer un moment. Et je voulais savoir en fait comment vous voyez la politique étrangère de la France et de l'Union européenne vis-à-vis du monde arabe, que ce soit le Proche-Orient, le Machrek ou le Maghreb, on va dire, dans les 10 prochaines années. Merci beaucoup. Merci Étienne. Et dernière question pour ce premier round. Bonsoir, je m'appelle Angélique Talmor, je suis étudiante en International Public Management. Alors j'ai une question aussi sur la Russie d'un point de vue un peu différent. Vous avez dit, monsieur Alain Juppé, que nous n'avons pas exactement les mêmes valeurs que la Russie et nous avons parlé d'un sursaut européen et la Russie n'est pas exactement pro-Union européenne. Donc dans le discours français, dans la présidentielle, nous avons vu des positions beaucoup plus pro-russes qu'avant. Comment pouvons-nous faire pour renouer un dialogue avec la Russie, mais en gardant ferme le fait que nous n'allons pas nous assujettir à leur position sur le plan international? Merci beaucoup. Monsieur Juppé, seriez-vous d'accord pour répondre sur les deux questions sur la Russie? Je veux bien, si on décidait de ne plus parler aux pays qui ne partagent pas nos valeurs, la diplomatie serait fortement allégée. Beaucoup de diplomates au chômage. Donc c'est vrai que nous avons des divergences culturelles, historiques avec la Russie. Bon, pas refaire l'histoire de son ouverture sur le monde européen. Nous avons aussi beaucoup de convergences et beaucoup de choses en commun dans le passé qui nous unit. Projetons-nous sur l'avenir. Je l'ai dit, la Russie est notre voisin. La Russie est un pays majeur. Il n'est pas question de s'antagoniser avec la Russie. Il faut absolument que nous retrouvions les voies d'un dialogue. Mais dialogue ne veut pas dire faiblesse ou naïveté. Il faut un dialogue dans lequel nous affirmons clairement nos positions et nous essayons d'avancer avec les partenaires qui sont face à nous. Je prends un exemple. Je continue à penser que l'annexion de la Crimée, quelles que soient les bonnes raisons qu'on peut donner sur le plan historique, eh bien, c'est une violation du droit international. On ne s'empare pas d'un territoire qui n'est pas sur le territoire national sans respecter un certain nombre de règles. Il faut le dire à la Russie. Ce n'est pas la peine d'en faire une question de brouille définitive, mais c'est un point important. De même que sur l'Ukraine, nous avons un processus, enfin je ne vais pas être trop long là-dessus, qui aboutit aux accords de Minsk. Il faut que nous fassions les pressions nécessaires des deux côtés, sur l'Ukraine d'un côté et sur la Russie d'autre part, pour que cet accord soit respecté et qu'on puisse sortir du climat de conflit latent qui subsiste encore. L'intensité des combats a baissé, mais il subsiste encore. Donc voilà, une négociation qui soit une négociation franche, constructive, qui évite d'inquiéter inutilement la Russie. Nous avons été maladroits avec la Russie. Quand l'OTAN lui a donné le sentiment qu'on était en train de l'encercler, c'était une maladresse, l'initiative de nos Américains qui parfois y vont avec des gros sabots. Donc voilà dans quelle disposition d'esprit je suis vis-à-vis de la Russie. Est-ce qu'il faut lever les sanctions ? D'abord, vous avez la raison de le dire, il faut de l'unanimité pour les lever, donc c'est pas demain la veille. Et d'autre part, une levée unilatérale des sanctions sans négociation me paraissait un aveu de faiblesse. Il faut en faire un élément de négociation avec la Russie en disant on est prêt à évoluer, on vous demande d'évoluer sur tel ou tel point. Si les choses avancent dans la bonne direction, alors bien entendu, on ne va pas se cramponner à un système de sanctions qui n'est que le résultat d'un contexte international qu'on espère faire évoluer. Voilà un peu comment je vois les choses avec la Russie. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur son intervention dans la dernière campagne électorale. C'est quand même la première fois qu'à l'issue des primaires françaises, on entend l'ambassadeur de Russie dire « on s'est débarrassé de Hollande, de Sarkozy et du Juppé, tout va aller mieux ». Voilà. Si c'est l'ambassadeur américain qui avait dit ça, on aurait poussé des hurlements. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc une question sur la politique arabe de la France et de l'Union européenne et une autre sur la question des écoutes et la relation avec les États-Unis. Monsieur de Villepin, monsieur Védrine. Attendez, je voudrais d'abord dire que je suis d'accord avec la réponse d'Alain Juppé sur la question de la diplomatie qui n'a pas été inventée pour parler avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Et c'est même terrifiant. Non, c'est même terrifiant qu'on soit obligé de rappeler de telles banalités. La diplomatie, c'est qu'on a un autre instrument que la guerre. Donc on est amené à parler à des gens qu'on peut détester, dont on a peur, qui nous détestent, qui veulent nous anéantir, tout ce qu'on veut. Ben c'est pas fait pour se rassembler entre copains. Juste une nuance sur les sanctions. En fait, elles tombent tous les 6 mois. Donc on pourrait ne pas les reconduire, mais je suis d'accord sur l'autre partie de la réponse, qui est que ça ne peut s'inscrire que dans
un ensemble relancé quoi, sur l'Ukraine et sur le reste. Sur le monde arabe, moi j'ai juste un mot qui est on ne peut pas dire quelle sera la politique face au monde arabe. Il est tellement divisé, tellement opposé. Bon. Donc c'est un mot trop global en fait. Par contre, chaque pays devra avoir une position par rapport à même le Maghreb. On ne peut même pas dire le Maghreb en général. Donc quelle politique on aura avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye de demain, avec l'Égypte, etc. Donc je crois que ce mot, globalement, a un sens culturel et linguistique, monde arabe, mais qui n'a pas de sens opérationnel géopolitique. Sauf si les pays arabes surmontaient la phase dans laquelle ils sont actuellement et affirmer une position, ceci, cela, où on serait d'accord. Donc je ne crois pas qu'on puisse répondre globalement à cette question. En revanche, je crois que la France aurait intérêt à garder une capacité à parler aux Iraniens qui soit équivalente à sa capacité à parler aux Arabes, et aux Saoudiens et aux Sunnites, et qu'on pourrait être utile comme ça, peut-être. Oui, 100 fois d'accord sur la stratégie vis-à-vis de la Russie, dialogue bien sûr, fermeté également sur les principes. Il ne s'agit pas de revenir sur des principes internationaux auxquels nous croyons fortement. Il s'agit de voir si nous ne pouvons pas avancer sur un chemin et à travers ce que les diplomates ont le coutume d'appeler une feuille de route. Feuille de route qui séquence un certain nombre de gestes et d'initiatives de part et d'autre sur l'Ukraine, sur la Syrie et le Moyen-Orient, sur des projets éventuellement nouveaux que nous pourrions prendre et qui sont attendus du côté de la Russie. Et c'est l'idée que j'avais formulée concernant une nouvelle architecture de sécurité en Europe, sur la différenciation à partir de là d'un certain nombre de mesures concernant l'embargo. Un des aspects de l'embargo qui pèse le plus sur les Russes aujourd'hui, c'est la partie qui concerne les personnes qui, évidemment, sont très durement vécues par les intéressés, et notamment ceux qui sont proches du président Poutine. À partir du moment où on part de l'idée qu'il faut dialoguer avec ceux qui sont en place et qui sont susceptibles de trouver des solutions, il y a peut-être un séquençage dans la levée de ces sanctions qui permettrait d'être incitatif et de retrouver le sens de nos intérêts. Si évidemment on demande aux Russes de lever les sanctions sur les produits agricoles, ils vont nous dire bah oui, mais pourquoi est-ce que nous on lâcherait sur ce qui vous intéresse alors que vous ne lâchez rien de ce qui nous intéresse. Donc vous voyez bien qu'il y a là, sur le plan diplomatique, un marchandage, ou en tout cas un dialogue qui doit s'instaurer pour voir comment peu à peu on remet de l'huile dans les rouages susceptibles d'amener progressivement une dynamique de négociation. Et c'est ça qui me paraît essentiel. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'entre l'Europe et la Russie, il n'y a pas d'intérêt commun. Et qu'on peut continuer à élever des murs, à faire des manœuvres militaires de part et d'autre et à maintenir des conflits gelés tout au long de l'Europe orientale. C'est absurde. On voit bien que dans ce petit jeu-là, c'est toujours le plus dur qui gagne. C'est le plus dur qui gagne en renforçant son dispositif à Kaliningrad, en renforçant son influence sur la Moldavie, en renforçant ses dispositifs au Donbass. C'est pas nous qui allons gagner. Donc nous devons faire de la politique. Nous devons faire de la politique tout en prenant un certain nombre d'initiatives qui montrent que la fermeté, effectivement, ne sera pas un vain mot. Et de ce point de vue-là, tout ce qui peut être fait dans le sens d'une Europe de la défense, d'une organisation commune des Européens dans ce domaine, me paraît essentiel. Sur le Moyen-Orient, c'est un grand enjeu pour la France. Et de ce point de vue-là, la France a une expérience. Je me rappelle à chacune de mes rencontres avec des responsables moyen-orientaux dans le bureau de Jacques Chirac, il y avait toujours le quart d'heure de silence de la part de l'interlocuteur visiteur qui écoutait Jacques Chirac lui expliquer la complexité du Moyen-Orient. C'était vrai pour George Bush, qui n'a pas beaucoup retenu la leçon, mais c'était vrai pour la plupart des autres dirigeants du monde occidental. Il y avait là une légitimité de la France à expliquer un certain nombre des complexités de cette région. Je pense qu'en ce qui concerne les initiatives à prendre, on voit bien qu'un des nœuds du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est l'absence d'intérêt général des pays du Moyen-Orient. Et la relation avec ces pays se fait dans le cadre de rapports de force des uns contre les autres. Les Saoudiens, les monarchies du Golfe veulent discuter avec nous pour acheter des armes à la France ou aux Occidentaux, dans le but d'isoler les Iraniens ou tel autre pays qui ne leur satisfait pas. Ce jeu-là, nous ne devons pas l'accepter. Et je crois qu'une des premières missions de la France, c'est d'utiliser tous ces leviers, les ventes d'armes, la diplomatie, des initiatives, pour faire en sorte de dépasser les clivages. Et tout ce qui peut amener
l'Arabie saoudite et monarchie du Golfe à se détourner de l'utilisation de la force militaire bien inutile dans le cas particulier au Yémen, quand on sait la souffrance des populations civiles et le massacre épouvantable qui s'y produit, pour engager un véritable dialogue, en particulier avec l'une des grandes puissances montantes de cette région, qui est l'Iran, va dans le sens de la décrispation. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de point de sortie de la crise moyen-orientale sans le dépassement du clivage et de l'opposition entre sunnites et chiites, sans dépassement du clivage entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et de ce point de vue-là, puisque nous sommes co-signataires ou engagés par l'accord qui a été signé sur l'Iran et sur la question nucléaire, nous sommes bien placés pour essayer de structurer une réponse aux Américains qui seront tentés ou qui seraient tentés de dénoncer ou de tout faire pour casser cet accord. Je crois que dans la perspective des élections iraniennes de mai, cela devrait être peut-être la dernière mission du président Hollande sur le plan diplomatique, de ne pas laisser se produire ce que l'on voit se faire progressivement. C'est une Amérique qui joue avec le feu dans la relation avec l'Iran, alors même que nous, avec les Chinois, avec les Russes, ça valide l'idée que j'ai de développer davantage le dialogue avec ces pays-là pour servir de contrepoids à d'éventuelles aventures, d'éventuels excès qui engageraient un peu plus cette région dans la spirale de violence qu'elle connaît. Merci. Monsieur Juppé, peut-être un mot sur la question des écoutes et donc l'époque de l'ingérence informatique. Oh oui, un mot vraiment, tout le monde écoute tout le monde. Enfin, du moins j'espère. Le problème, c'est de ne pas se faire prendre la main dans le pot de confiture. Et à ce moment-là, si on se fait prendre, il faut taper très fort, bien sûr. Et ensuite, on passe au... Juste un petit mot là-dessus. J'ai la conviction que, comme la France a pris l'initiative dans le domaine du climat, et la conférence de Paris reste un succès pour la présidence de François Hollande et l'action de Laurent Fabius, j'ai la conviction que dans ce domaine de l'Internet et du contrôle international des sociétés, il y a une grande initiative à prendre. C'est un domaine où la France pourrait proposer un traité Internet. Il n'est pas normal que les privilèges de puissance, notamment des États-Unis, à travers le GAFA, soient sans contrepoids et que la communauté internationale ne prenne pas ses responsabilités. De la même façon que, dans la grande tradition gaulliste, je suis convaincu que les privilèges du dollar sont exorbitants et je trouve très dommage qu'aucun responsable européen ne mène le combat contre ces privilèges sans contrepoids et sans équilibre du dollar, en utilisant toutes les ressources du droit pour faire que ce dollar permette aux États-Unis de requérir contre les banques françaises ou européennes. Je crois que dans le domaine de l'Internet, c'est notre intérêt, si nous ne voulons pas éviter, si nous voulons éviter la création d'une concurrence, et notamment du côté de la Chine, qui est en train de créer sa propre architecture dans ce domaine, de façon très efficace, à travers Baidu, à travers WeChat, à travers Alibaba, nous risquons d'avoir une mondialisation à deux vitesses, avec des institutions en miroir, les institutions occidentales sur le déclin et les institutions asiatiques et émergentes qui s'affirmeront dans une coupure du monde. Le monde est déjà assez cassé, il est déjà assez brisé pour que nous évitions cette concurrence inutile et prenions des initiatives. Bon, il faut bien distinguer les choses. J'ai répondu sur l'écoute pratiquée par les services de renseignement. Je n'ai pas répondu sur Internet. Il va de soi que, et je l'ai dit tout à l'heure, une situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui fait que nous sommes totalement dépendants des grandes plateformes numériques américaines ou chinoises, et Dominique a raison de dire que les Chinois ont beaucoup progressé dans ce domaine, n'est pas acceptable. Et qu'il faut que, au titre de la protection des données personnelles, au titre de tous les enjeux de cybersécurité, au titre aussi du développement économique que l'ensemble de ces activités portent, en matière d'emploi notamment, nous construisions véritablement une puissance numérique de l'Europe en ayant d'abord, et c'est peut-être une des premières étapes, un marché numérique unifié sur l'ensemble des pays qui nous permettent de constituer quelques géants. Nous avons un peu de retard dans ce domaine. Ce qui m'amène à faire une autre remarque sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Par une des choses que l'Europe doit changer fondamentalement, c'est sa doctrine sur la politique de concurrence, héritée de 1958. Nous continuons à considérer qu'il faut surtout éviter de constituer des champions européens qui pourraient être en position dominante. Mais ils ne sont pas en position dominante sur le plan mondial. On continue à raisonner comme ça. Ça, c'est dans les traités. Peut-être qu'il faut le changer. C'est aussi dans les têtes. Et c'est un enjeu tout à fait fondamental que de changer ça. C'est pareil pour les universités. 4 questions ici, s'il vous plaît. Présentez-vous et questions rapides pour que nous puissions passer à vos collègues. Bonsoir. Alors d'abord, merci de nous donner cette opportunité de pouvoir vous poser des questions directement.
Je suis en master sécurité, je m'appelle Nile Borlou, je suis franco-turque et donc logiquement ma question est quelle est votre vision de la politique étrangère de la France avec la Turquie au vu des événements récents, donc pas seulement le coup d'État mais aussi le rapprochement avec la Russie et le possible changement de constitution. Merci. Merci. Bonsoir, I'm Sharon. I'm a student at PSIA, master student. I'll ask my question in English. Given the recent election of President Trump and a possibly weakened European Union and omnipresent Russian diplomacy, what do you think is the place that France should play within the next few years? Do you think it should play a larger role? And in that case, in which international situations should it play a larger role, such as the war in Syria? So we'll take on the question on Syria because the rest of the question has been mostly responded before. Thank you, Sharon. Bonsoir, messieurs les ministres. Paul-Henri Chipan, étudiant en master à PSIA. Ma question porte sur l'Union européenne que vous avez longuement abordée. Est-ce que vous pensez réellement que l'Union européenne a les moyens de se réformer et que notamment le poids technocratique et bureaucratique de la Commission européenne ne l'empêche-t-elle pas de se réformer? Mais on peut aussi penser au poids des traités, au poids de son histoire. Et c'est une question que je me pose, je pense que beaucoup de monde se pose, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser aux échecs, notamment de la perestroïka ou même pour d'autres raisons de la SDN dans le passé. Est-ce que vous pensez qu'il y a les moyens de la réforme au sein de l'Union européenne? Merci. Bonsoir, Ayrton Aubry, école doctorale en master relations internationales. Ma question est très simple et porte sur le multilatéralisme. Comment est-ce que la France peut promouvoir le multilatéralisme tout en gardant une place de choix dans un système qui reste tout de même assez oligarchique? Je pense notamment à sa place dans le Conseil de sécurité en tant que membre permanent et aussi en tant que puissance nucléaire. Merci. Merci beaucoup. Donc je vous demande d'essayer de, s'il vous plaît, répondre à ces questions aussi rapidement possible. Et nous verrons pour les 3 questions qui restent si nous avons le temps de les prendre, ce qui n'est pas tout à fait certain. Je suis désolé, j'ai un avion à prendre dans une direction qui ne vous surprendra pas. Vers l'Aquitaine. Voilà. Des réponses très brèves. Est-ce que l'Union européenne peut se réformer? Elle n'a pas le choix. Si elle ne se réforme pas, elle meurt. Donc voilà, l'enjeu est clair et on voit avec les initiatives qui ont été prises et qu'on a évoquées tout à l'heure que les choses sont en train de bouger. Sur le Conseil de sécurité et la contradiction entre l'attachement de la France au multilatéralisme et puis son appartenance au Conseil, je vous rappelle que nous sommes favorables depuis toujours à une réforme du Conseil de sécurité qui permette de lui donner un visage plus conforme à la réalité du monde que ce qui a été hérité de 1945. Sauf que ce n'est pas nous qui bloquons la réforme et que c'est un débat dont on parle depuis combien? 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être. Il faudra le faire un jour. Sur la Turquie, très brièvement, parce que là, je suis en désaccord, enfin un désaccord avec Mme Dominique. La grande question est de savoir l'évolution actuelle de la Turquie, qui ne nous plaît pas, j'imagine, qui l'éloigne de la démocratie, et qui l'éloigne même à grande vitesse aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que nous avons fermé la porte de l'Union européenne, ou est-ce que nous avons eu raison de lui fermer la porte de l'Union européenne parce qu'elle ne remplissait pas les conditions pour y entrer? Voilà, personne ne pourra répondre à cette question. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une erreur, et cela entretient en Turquie des frustrations et une incompréhension, enfin je pense qu'aujourd'hui ils ont compris, de laisser continuer à croire à la Turquie qu'on peut lui faire une place dans l'Union européenne. Quand une maison est en train de se lézarder, comme ce lézard de l'Union européenne, on ne construit pas un étage supplémentaire sur la maison. Alors, je ne sais pas ce qui se passera dans l'avenir lointain, mais dans l'immédiat, faire entrer un pays comme celui-ci, qui doit être un de nos partenaires. On m'a accusé même à plusieurs reprises d'être turcophile, donc c'est un pays majeur, c'est une puissance qui va compter dans le monde, en Méditerranée. Il faut absolument qu'on arrive à créer avec elle des liens de confiance, mais de là à lui offrir le full membership en Europe, je pense qu'il y a un pas à ne pas sauter. Voilà. En ce qui me concerne sur la Turquie, je suis d'accord. Je pense même que c'était malhonnête de leur proposer d'entrer à l'origine, quels que soient les arguments, nombreux, parce qu'on aurait été incapable de faire ratifier le traité d'adhésion. C'est évident depuis toujours qu'il y a plusieurs pays qui ne l'auraient jamais ratifié pour des raisons peut-être absurdes, mais enfin historiques. Donc moi, je souhaite qu'à un moment donné, les choses se clarifient et qu'on fasse de la Turquie un grand partenaire stratégique. On a beaucoup employé la formule, mais bon, c'est vers ça qu'on devrait aller et pas vers une adhésion qui est une promesse mensongère, en fait, par rapport à ça. Mais c'est dur à gérer, compte tenu des promesses faites depuis très longtemps. La guerre contre le terrorisme, au bout du compte,
ce sont les musulmans eux-mêmes qui finiront par juguler cette déviation islamo-terroriste, djihadiste. Donc il faut aider l'ensemble de ceux qui luttent contre ça, de ceux qui ont le courage dans le monde arabo-musulman de lutter contre ces dérives. Et ceux-là n'ont pas peur de se faire traiter d'islamophobes. Ils sont très courageux, en fait. Donc ils combattent les dérives, ils combattent le risque. Donc je crois qu'il faut les aider. Entre-temps, il faut se protéger au mieux. Mais enfin, c'est eux qui, finalement, y arriveront. Sur la réforme, je ne pense pas que le système européen puisse se réformer, comme aucun système d'ailleurs, mais je pense qu'on peut le réformer. Et je ne désespère pas que les gouvernements décidés, courageux, puissent enclencher un processus dans lequel le système serait réformé. Mais ça ne peut pas venir de lui. On ne peut pas leur demander, c'est trop cruel. Et c'est trop masochiste. Et quant à la réponse sur le Conseil de sécurité, je suis absolument d'accord avec le fait de rappeler que la France est très ouverte à l'élargissement du Conseil de sécurité. Mais par rapport à quelqu'un qui trouve que c'est oligarchique, à mon avis, ça n'a aucune espèce de rapport. Mais je dirais que si aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, l'Union européenne était représentée par une personne au Conseil de sécurité, c'est quelqu'un qui s'abstiendrait systématiquement. Il n'aurait jamais les instructions à temps. Donc, si on prend ça au sérieux et qu'on veut y arriver un jour, il faut faire un travail qu'on n'a jamais fait. Il ne suffit pas de créer un monsieur ou madame Pesque. Il faut faire un travail de fond pour arriver à des positions communes. Par exemple, sur la Russie, les Polonais, les Baltes pensent que c'est une menace immédiate, les Italiens et d'autres pensent que c'est un fournisseur de gaz, etc. Bon, il n'y a pas du tout la même vision et tout le monde a raison. Donc on devrait confier à des pays très opposés. On leur dit, vous avez 1 an pour trouver une position de synthèse pour l'Europe. Si vous y arrivez, vous, tout le monde va s'y retrouver. Et on le ferait sur d'autres sujets. Si on fait ça pendant quelques années, on peut avoir quelqu'un qui exprimerait la voix de l'Europe, y compris peut-être à New York un jour. Avant, c'est totalement absurde. C'est vraiment s'appauvrir nous-mêmes sans aucun profit pour personne, à mon avis. Chers étudiants qui attendaient, je vous prie de nous excuser. On s'était engagé à finir absolument à temps. Je voudrais donner à chacun de nos panélistes une phrase pour vous dire au revoir ce soir. Juste une phrase, mais qui me permet de revenir, je ne résiste pas à la tentation, sur nos relations avec le monde arabo-musulman, pour avoir dit à plusieurs reprises que tout musulman n'était pas un djihadiste, ni en France, ni dans le monde. Je me suis heurté à une formidable campagne sur les réseaux sociaux qui m'a accusé de m'être converti à l'islam. Et j'ai même reçu un nouveau nom de baptême, si je peux parler de baptême en l'espèce. Je m'appelle Ali Juppé. Et ça m'a beaucoup nui. Ça vous fait rire, mais ça a été très efficace. Voilà, tout simplement pour dire que les positions un peu équilibrées, un peu comment dire, nuancées sont toujours difficiles à faire valoir en période électorale. En tout cas, moi j'étais très heureux de participer à ce débat, d'être aux côtés de mes 2 anciens collègues, de constater que ce qui a été dit à un moment donné par Hubert Védrine, je crois, à savoir sur la nécessaire continuité de la politique étrangère, eh bien nous allons apporter un peu un exemple, puisque pour avoir appartenu à des gouvernements différents, sous des présidents différents, vous avez pu observer qu'avec des nuances, bien sûr, il n'y avait pas de divergence majeure entre nous. Et puis merci de votre attention. C'était long, chaud, mais concentré. Merci. Moi, je n'ai presque rien à ajouter. J'ai été très heureux de participer à ce débat avec Alain Juppé et Dominique de Villepin. Nous avons en effet montré, ce n'était pas le but du débat, mais beaucoup de convergence, de continuité dans les nuances. Bon, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et moi, j'espère beaucoup qu'on pourra retrouver une politique étrangère française forte, réaliste, ambitieuse. Réaliste, c'est important aussi. En intégrant toutes les conditions que nous avons rappelées les uns et les autres pour ce sursaut auquel je crois. Enfin, que j'attends en tout cas. Juste un mot pour souligner à quel point l'ambition et le projet de politique étrangère me paraissent essentiels dans le cadre, bien sûr, du débat électoral présidentiel, mais aussi pour la France. Et dire à quel point nous souffrons, nous en France, de ne pas suffisamment mettre en avant ces grands enjeux de politique étrangère qui sont essentiels au moins à 2 titres. Le premier, c'est le rassemblement de nos compatriotes autour de quelques grands enjeux, autour d'une vision de la France dans les relations internationales. Et le deuxième, c'est l'importance de la politique étrangère pour la défense de l'identité et de la fierté française.
L'identité et la fierté française, ça passe par la projection de l'image de la France dans le monde et par le sentiment que la France a quelque chose à dire, quelque chose à faire et qu'elle compte. Je pense que de ce point de vue, nous ne devons pas faire en sorte que la politique étrangère devienne la somme de débats techniques. Nous avons trop vu au cours des dernières décennies la politique se réduire au juridisme, à l'économisme et au militarisme. Je crois que la diplomatie porte une ambition, une vision politique qui sont susceptibles d'éclairer un sursaut français et de contribuer non seulement au rassemblement, mais aussi peut-être à la réforme qui est souvent uniquement vue sous l'angle de la modernisation et pas assez sur la prise en compte de tous les Français, y compris ceux qui souffrent ou ceux qui sont marginalisés par le développement économique et social. Merci encore à vous trois. Merci du cadeau et vous êtes à Sciences Po et à PSIA chez vous, donc à très bientôt.